Bien, mais donc je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Élie, qui est tout à fait un habitué des lieux, puisqu'il organise beaucoup de choses aussi au sein du Centre d'études de la philosophie française contemporaine, au département de philosophie. Et donc, Élie During fait actuellement une thèse de philosophie, qui est une thèse de philosophie qui porte précisément sur intuition et convention. Donc, il parlera aujourd'hui de son sujet, et dans laquelle la référence à Poincaré, d'après ce que j'ai compris, doit jouer un rôle central, bien que Élie s'intéresse aussi à beaucoup d'autres choses. Et il parlera 2 fois cette année dans le séminaire, puisque en réalité, la référence à Poincaré traverse 2 de ses intérêts, qui évidemment se recroisent dans son travail déjà, à savoir la réflexion épistémologique de philosophie des sciences, et puis la réflexion esthétique, à laquelle il s'intéresse également. Donc il interviendra ultérieurement sur le versant également esthétique. Mais aujourd'hui, il va nous parler donc d'intuition et convention en géométrie, à partir de Poincaré. Donc merci beaucoup. Merci, je suis très honoré effectivement d'être invité, et puis qui plus est 2 fois, et d'une certaine façon ce sera le même problème dans l'une et l'autre séance, puisque je veux dire, Poincaré, comme Duchamp en fait, tourne autour de l'espace-temps, et sans parvenir ou sans vouloir, c'est de ça que je parlerai aujourd'hui, le fixer trop vite dans une représentation. Et surtout pas dans une représentation visuelle. Bon, pour Duchamp, j'en parlerai beaucoup plus longuement la prochaine fois, mais c'est toute l'affaire de la 4e dimension, en fait, commence ou est accélérée par l'expérience d'une vitesse absolue sur la route qui le mène du Jura à Paris, avec Guillaume Apollinaire et quelques autres. Il fait l'expérience d'une vitesse absolue qu'il essaye de transcrire plastiquement, et pour laquelle il a besoin de la 4e dimension. Alors ça résonne très fortement avec l'affaire de la relativité quelques années plus tôt, où il y a effectivement aussi... jouant le rôle d'une sorte de constante structurelle de l'espace-temps, une vitesse absolue, puisque c'est la vitesse d'un mobile sans support, enfin qui n'a plus à être représenté comme traversant ou se propageant dans un milieu, qui serait par exemple l'éther, et que c'est autour de cette idée d'une vitesse absolue, pour ainsi dire, que se réordonnent toutes les intuitions relativistes avec l'espace-temps d'Einstein, qu'on appelle aussi parfois l'espace-temps d'Einstein-Minkowski. Bon, je referme la parenthèse duchampienne, mais vous voyez que dans les 2 cas, il s'agit bien de transposer quelque chose comme une nouvelle expérience cinétique, proposer un nouvel espace cinématique. Eh bien, justement, la question sur laquelle j'ai choisi d'appuyer pour parler un peu dans cette première séance de Poincaré, c'est la question de l'espace-temps. Alors, quelques remarques en guise de préambule. Derrière cette question de l'espace-temps, dont on attribue parfois, disons, l'invention à Poincaré, bien que lui-même, à ma connaissance, je n'ai pas trouvé de texte qui démente ça, n'ait pas utilisé cette expression. En tout cas, pas avant celui qu'il a forgé en allemand, Raumzeit, à savoir Hermann Minkowski. Bon, derrière cette question de l'espace-temps, il y en a une autre qui est un peu grossière, je m'excuse de la formuler comme ça, mais qui s'est formulée encore récemment dans des polémiques un peu pénibles, de la façon suivante: pourquoi Poincaré n'a-t-il pas découvert la relativité restreinte? Alors ça, c'est surtout pénible pour les défenseurs de Poincaré, qui préféraient justement dire ou faire reconnaître que, au contraire, c'est lui qui l'a découvert. La grossièreté de la question, au-delà des polémiques un peu stériles, pas toujours d'ailleurs, qui ont eu lieu récemment à l'occasion de la commémoration du centenaire de l'invention de la relativité restreinte, puisque vous avez compris, je me restreindrai à la restreinte. Et quand je parle d'espace-temps ici, j'entends vraiment l'espace-temps qui se construit autour de 1905, donc dans le sillage de Lorentz, Poincaré, Einstein, Minkowski. Bon. J'évoquerai à peine l'espace-temps de la relativité générale. Encore moins ces développements plus récents. Donc la grossièreté de la question, Poincaré a-t-il ou n'a-t-il pas, et s'il ne l'a pas, pourquoi découvert la relativité restreinte, elle tient à deux choses. Le premier point que je rappellerai vraiment, c'est d'une certaine façon des remarques aussi grossières que la question, mais enfin c'est bon de commencer par là pour dissiper quelques questions, malentendus. La première raison, c'est que en parlant comme ça, en posant la question massivement, a-t-il découvert, a-t-il inventé la relativité restreinte, on s'imagine qu'effectivement les théories physiques sont des choses qu'il faut découvrir ou qu'elles seraient inventées toutes faites, pour ainsi dire, d'un coup, comme ça. Alors ce qui est frappant justement, c'est que si on s'intéresse à l'espace-temps relativiste, alors dont on attribue généralement quand même la paternité de façon générale à Minkowski, eh bien c'est ce qui frappe, c'est son caractère construit. Et donc, il faut parler effectivement de construction de l'espace-temps, et même de construction S au pluriel. La question, alors, est pas tant de savoir si Poincaré a découvert
relativité avant Einstein, mais plutôt de savoir jusqu'à quel point Poincaré a participé à cette affaire et singulièrement jusqu'à quel point il a joué un rôle constructif dans l'élaboration de ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui l'espace-temps de la relativité restreinte. Alors, je rappelle à cette occasion qu'Einstein lui-même, dans son article, en tout cas de 1905, n'avait pas du tout besoin de cet espace-temps, de cette construction-là, même si on peut en filigrane en lire l'idée. Et donc, bon, le point sensible, pour me résumer là-dessus, ce serait que il y a une distinction qui n'est pas souvent faite, qui serait utile de faire, que je vais essayer de développer, de déplier, entre, disons, l'approche quadridimensionnelle qui est effectivement présente chez Poincaré, c'est-à-dire que l'approche en termes d'espace à 4 dimensions, dont une des 4 dimensions aurait un aspect temporel, donc distinguer cette approche que j'appellerais quadridimensionnelle, donc approche dont il ne fait pas de doute que Poincaré a été le précurseur dans le cadre de la physique relativiste, distinguer cette approche donc de l'approche proprement spatio-temporelle, je veux dire l'approche en termes d'espace-temps. Alors la distinction peut paraître spécieuse, mais il y a quand même... elle s'impose tout de même, puisque chez Poincaré, précisément, j'essaierai de montrer que... Enfin, c'est pas difficile, c'est pas une découverte, mais j'essaierai d'expliquer, de comprendre, d'approfondir le fait que chez lui, il y a bien une approche quadridimensionnelle, mais qui s'arrête au seuil, pour ainsi dire, de l'espace-temps, d'une représentation de l'espace-temps proprement dit. Alors la vraie question, donc, c'est de savoir si le formalisme de l'espace à 4 dimensions, dans lequel interviennent des coordonnées de temps, est-ce que ce formalisme conduit de façon naturelle à une représentation de l'espace-temps? Il semble que oui, en tout cas Minkowski a fortement marqué que oui, qu'on était pour ainsi dire nécessairement conduit à cette représentation par la nature même des choses, et Poincaré, et c'est là que la notion de convention intervient, est resté célèbre pour avoir fortement marqué que non, qu'au fond rien ne nous obligeait, qu'en tout cas certainement pas la nature des phénomènes, à passer, à faire ce pas qui nous conduirait de l'espace à 4 dimensions à l'espace-temps au sens propre. Alors, donc c'est Minkowski, et non pas Poincaré, qui, le premier, suggère, disons, de reprendre les postulats relativistes, ceux que Einstein avait clairement énoncés, dans le cadre d'une géométrie, celle d'un espace-temps à 4 dimensions, et en insistant sur le fait qu'il y a là, dans cette géométrie d'un espace-temps à 4 dimensions, une nouvelle manière de mêler, d'intriquer, de fusionner, il va jusqu'à parler de fusion, Verschmelzung, l'espace et le temps. Tantôt il parle d'union, tantôt il parle de fusion, d'intégration et de fusion, selon la traduction. Alors j'aimerais suggérer sur ce point que la position à la fois plus prudente et plus pragmatique de Poincaré, puisqu'il ne franchit pas ce pas, peut nous servir de levier. Alors, de levier philosophique, j'ai aucune révélation à faire sur la structure mathématique de toute cette affaire, puisque d'une certaine façon, c'est là le point, elle est la même. Formellement, il n'y a pas une différence très frappante dans, disons, par exemple, la structure algébrique sous-jacente à l'espace de Minkowski d'un côté, à celui de Poincaré de l'autre. C'est plutôt vraiment une question de représentation et la possibilité de mettre en diagramme ces espaces qui est en jeu. Bon. Et donc, j'aimerais suggérer que la démarche à la fois plus prudente et plus pragmatique de Poincaré peut nous servir de levier pour aborder avec un peu moins de naïveté philosophique, peut-être moins d'audace aussi que Minkowski, les conséquences, disons, ontologiques de l'espace-temps. Poincaré nous invite d'une certaine façon à reformuler sur le terrain des opérations effectivement engagées dans cette construction de l'espace-temps les grandes questions, disons, de la nature, de l'espace et du temps, de leur union possible dans le cadre d'une théorie physique. Et disons, en orientant notre attention vers les opérations, il nous invite aussi à poser une question qui est rarement posée comme telle dans les textes de philosophie de la physique, j'entends, qui est, si on peut dire, la question du type de tenue qu'on peut conférer à l'espace-temps. Qu'est-ce qui fait que l'espace-temps, effectivement, fusionne ou unifie l'espace et le temps? Comment, concrètement, le temps s'adjoint à l'espace, ou mieux s'intrique en lui, pour produire une trame nouvelle, où vont pouvoir s'enchaîner les événements du monde, trame dont la relativité générale, comme on sait, a révélé toute la souplesse en réinventant radicalement le mode de tissage, si on peut dire. Bon. Alors Poincaré ne regarde qu'aux opérations, il regarde qu'aux mouvements, et donc l'idée de convention, l'idée que tout ça finalement est plutôt de l'ordre d'une convention, le prémunit contre la tentation, disons, de produire une sorte de métaphysique spontanée de l'espace-temps, et en même temps, tout en refusant d'aller trop vite dans cette direction, en même temps, je crois qu'il nous conduit nécessairement
a posé la question de la texture de cet espace quadridimensionnel que malgré tout lui introduit pour penser, disons, de façon unifiée les phénomènes relativistes. Et bon, cette nouvelle idée que finalement sont des transformations. Alors là, juste une parenthèse, je vais pas essayer, même tenter d'exposer pédagogiquement en 5 minutes, disons, les bases de la relativité restreinte. Je vais tenir pour acquis que finalement, on sait à peu près tous, on a tous entendu parler ici des transformations de Lorentz, qui sont simplement des équations qui permettent d'exprimer les lois de la physique lorsqu'on passe, d'exprimer en tout cas le fait que lorsqu'on passe d'un système de référence inertiel à un autre, et donc d'un système de coordonnées attaché à ce système à un autre, eh bien les lois, la forme, disons, des lois de la physique reste la même, ce qu'on appelle la covariance. Bon, les équations de Lorentz capturent, disons, expriment les changements de coordonnées qui interviennent quand on passe d'un système inertiel à l'autre et exhibent le fait qu'il y a des invariances, que la forme des lois de la physique, que ce soit les lois de la mécanique ou celles de l'électromagnétisme, est invariante par passage d'un système de référence à l'autre. La deuxième remarque est toujours comme en guise de commentaire introductif à cette question grossière de savoir pourquoi Poincaré n'a pas découvert la relativité. La deuxième raison qui me fait dire que c'est là une question grossière, c'est que c'est une question qui fait un peu bon marché, disons, du caractère justement collectif, collaboratif de la construction des théories physiques. Dans un premier temps, j'ai rappelé, c'est l'évidence, mais il faut le rappeler que l'espace-temps est construit, il n'est pas découvert comme une sorte de substance comme ça qui attendait d'être ressaisie sous les phénomènes. Bon, la deuxième remarque, c'est simplement d'insister sur le caractère collectif de cette affaire. Donc, il ne faut pas oublier que la relativité restreinte de 1905, telle qu'on la trouve dans l'article Princeps d'Einstein publié dans la revue Annalen der Physik, a assez peu de ressemblance avec la relativité restreinte telle qu'on la trouve aujourd'hui dans les manuels de premier ou deuxième cycle universitaire, et qui est plutôt cette relativité donc contemporaine, cette relativité restreinte présentée aujourd'hui, qui est plutôt une forme mixte, disons, entre, disons, la relativité à la Einstein-Minkowski et la relativité à la Poincaré-Lorentz. J'entends par là qu'on y insiste davantage sur les groupes de symétrie, les invariances, et c'est ce fait d'ailleurs qui a fourni parfois, dans la polémique que j'évoquais tout à l'heure, des arguments aux défenseurs de Poincaré, qui voudraient lui conférer rétrospectivement une sorte de préséance dans l'invention de la relativité. Mais justement, cette manœuvre-là, qui consiste rétrospectivement à dire que tout était en place et que Einstein n'avait plus qu'à réarranger les choses de façon pédagogique, cette manœuvre-là, en fait, elle soulève une difficulté qui, encore une fois, a rarement été, je crois, présentée pour elle-même, et qui touche à la manière dont on se représente ce qui constitue l'essence ou l'identité d'une théorie physique. Alors, pour le dire très vite, est-ce qu'il s'agit de la structure, justement, exprimée dans un formalisme mathématique, par exemple la structure de groupe de certaines transformations, qui impliquerait des coordonnées de temps et des coordonnées d'espace, la structure du groupe des transformations de Lorentz, en l'occurrence, avec les symétries, les invariantes que présente ce groupe. Est-ce que c'est donc cette structure mathématique sous-jacente qui constitue l'identité de la relativité restreinte, ou bien est-ce que c'est l'interprétation physique qu'on greffe sur ces opérations, sur ces structures, et notamment touchant la signification du temps, puisque c'est ça c'est à la question du temps que touche Einstein, et c'est en révisant radicalement notre conception de ce que c'est que le temps qu'Einstein a peut-être introduit une révolution dans la physique. Bon, alors, d'une certaine façon, c'est pas vraiment une alternative. Il n'y a pas à choisir entre formalisme mathématique ou structure, disons, d'un côté, et interprétation physique de l'autre. Mais ce qui est frappant chez Poincaré, c'est que la représentation, disons, géométrique, au sens où toute géométrie implique une structure de groupe particulière, la représentation géométrique des transformations spatio-temporelles, qu'on trouve en effet dans les travaux menés par Poincaré dès avant 1905, cette représentation-là, elle a l'avantage ou l'inconvénient, selon le point de vue, de justement ne pas s'embarrasser d'une
de questions du moins de ne pas trop vite avoir à trancher sur le statut physique du temps, et notamment de ce temps local, c'est-à-dire du temps effectivement mesuré par les horloges. Ça, c'est ce sens-là que Poincaré donne au temps local, contrairement à Lorentz qui voyait plutôt une sorte d'artifice mathématique. Bon. Le statut du temps local, de ce temps qui effectivement semble se mêler à l'espace. On le voit très bien dans le simple énoncé, la simple écriture des transformations de Lorentz. Il y a les coordonnées de temps et d'espace qui se mêlent quand on passe d'un système de référence inertiel à un autre. Bon. Poincaré suspend cette question. Alors évidemment, en la suspendant, et rétrospectivement, après avoir été passé par Einstein, on aurait tendance à dire qu'il l'a tranché en réalité. Il a tranché la question en se prononçant tacitement en faveur d'un temps vrai, un temps absolu, évidemment indétectable, hein, c'est le propre de la théorie relativiste, puisque les mouvements par rapport à l'éther sont indétectables. Donc le temps vrai, qui serait celui d'un système de référence immobile par rapport à l'éther, n'est pas détectable. Bon, malgré tout, il est là comme une hantise, comme quelque chose qui sous-tend tous les raisonnements de Poincaré, puisque pour lui, le temps local, en réalité, est souvent présenté comme un temps apparent, c'est son expression. Donc le temps d'horloge déréglé, mais qui serait déréglé sans qu'on puisse jamais le savoir. Donc rétrospectivement, on a l'impression que Poincaré a tranché. Alors je pense que c'est vraiment un effet de perspective là pour le coup. Je pense que si on resitue cette question du temps local dans son contexte, et notamment dans ce contexte où Poincaré se retient justement de construire trop vite ou d'identifier trop vite quelque chose comme une superstructure qu'on appellerait l'espace-temps, eh bien, je crois que ça nous inciterait à plus de prudence et justement à peut-être ne pas rabattre trop vite non plus, ce qui est la tentation, Poincaré sur, disons, un état de la physique qui serait la physique du XIXe siècle, ou disons, une image électrodynamique du monde, comme on le disent parfois les historiens des sciences. En réalité, la chose est plus compliquée. J'ai l'impression que justement la stratégie, alors qu'on identifie là aussi, pour faire vite, comme conventionnaliste de Poincaré, consiste donc à ne pas poser l'espace-temps comme une sorte d'absolu physique ou comme une substance comme ça sous-jacente au phénomène. Cette stratégie conventionnaliste, justement, le retient d'avoir à statuer sur la signification physique de certains concepts. Et ne pas avoir à statuer sur la signification physique du temps local, par exemple, ça ne veut pas dire que tacitement, en réalité, on aurait tranché en faveur d'un temps absolu ou d'un temps vrai. Je crois que c'est plus compliqué, justement. L'idée serait qu'une stratégie conventionnaliste se signale aussi au fait qu'il y a un certain nombre de questions qui sont laissées en suspens, qui sont court-circuitées. Bon, tout ça est forcément allusif, et je vais maintenant reprendre les choses de façon plus ordonnée, quoi. C'était vraiment des préambules. Je dirais simplement pour préciser mon point de vue, quoi, dans cette affaire, c'est que j'étais un peu forcé d'aborder ces questions relativistes à partir d'un travail mené sur un auteur assez peu recommandable, je pense, sur la question, en tout cas, qui est Henri Bergson, et la lecture notamment de durée et simultanéité. Ce qui m'avait intéressé, je vous le dis simplement, parce que ça éclaire aussi peut-être la lecture que je vais essayer de donner. Ce qui m'a intéressé chez Bergson, c'est qu'il y avait une sorte de solidarité objective entre sa stratégie philosophique qui consiste à essayer de tordre la construction relativiste sur elle-même pour lui faire régurgiter quelque chose comme le temps réel, et même un temps 1, l'unité du temps réel, qui serait l'unité du flux temporel derrière, disons, la vaste construction de l'espace-temps relativiste. Il y a une solidarité objective entre cette stratégie bergsonienne là et, disons, le conventionnalisme de Poincaré. La notion de convention intervient sans cesse dans durée et simultanéité, comme justement une manière de retarder le moment où on va accorder un statut physique, un statut substantiel, un statut absolu à certaines constructions, notamment à celle de l'espace-temps, quoi, qui est l'objet visé dans les derniers chapitres de durée et simultanéité. Bon. Donc il y a un jeu curieux là entre une posture, disons, dans la philosophie des mathématiques et dans la philosophie des sciences plus généralement, qui est le conventionnalisme, une théorie physique à laquelle Bergson s'intéresse de très près, hein, comme très peu d'autres philosophes à son époque, à l'exception peut-être de Whitehead et de quelques autres, et puis la métaphysique,
celle de Bergson, évidemment, mais aussi celle de Minkowski. Alors ça, je vais pas m'étendre là-dessus aujourd'hui, mais évidemment, ce que Bergson a en vue dans son livre, et ce qui peut-être agace un peu Poincaré, bien qu'il soit très courtois, et que même dans sa conférence de 1912 donnée à Londres, où il discute, sans le nommer, la théorie de l'espace-temps de Minkowski, ce que Bergson comme Poincaré ont en vue, c'est effectivement une métaphysique relativiste qui consiste justement à accorder un statut absolu à l'espace-temps et à décréter que l'espace proprement dit, l'espace à 3 dimensions d'un côté et le temps, temps à une dimension de l'autre, ne seraient que des perspectives ou, dit Minkowski, des ombres portées, une structure absolue qui serait justement la substance, c'est son expression, derrière les phénomènes. Bon. Cette métaphysique-là, puisque dès qu'on introduit les notions comme absolu, relatif, en ce sens-là, je veux dire, dès qu'on introduit la notion de substance, etc., opposée à la relation, par exemple, eh bien, on est dans un discours d'ordre métaphysique. Cette métaphysique-là, elle est refusée par Bergson et par Poincaré. Et en fait, plus ou moins avec les mêmes armes, même si la mise en œuvre est très différente. Bon, très long préambule et trop longue parenthèse que je referme pour aborder donc peut-être en deux grands moments la question savoir jusqu'à quel point Poincaré a participé à la construction de l'espace-temps relativiste. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on lit, par exemple, dans des livres de vulgarisation, que Poincaré a inventé l'espace-temps, alors même que l'expression n'apparaît jamais chez lui, alors même que justement, il n'a jamais fait autre chose que d'élaborer un espace quadridimensionnel ajusté aux transformations relativistes. Qu'est-ce qu'on veut dire exactement? La doxa, malgré tout, c'est que l'espace-temps, Poincaré, s'il en a été l'inventeur, l'a été assez dépend. Il en aurait posé les bases, mais sans en reconnaître le sens, la signification physique fondamentale. Donc on retrouve cette idée qu'il y aurait la structure mathématique d'un côté, et puis l'interprétation physique de l'autre. On la retrouve cette fois-ci, non pas à propos du temps, localement, mais à propos de l'espace-temps lui-même. Bon. Donc Poincaré l'aurait inventé, pour ainsi dire, assez dépend, sans lui reconnaître de signification physique fondamentale, et surtout sans chercher, ça c'est évident, à en donner de présentation intuitive ou diagrammatique, au contraire de Minkowski. Donc là, je vais vous parler de l'espace-temps, mais en faisant quasiment aucun dessin, parce que Poincaré lui-même, quand on regarde l'article de 1900, pas publié en 1906, sur la dynamique de l'électron, mais aussi les articles de 1908, 1909, 1912 qui reviennent sur la question de l'espace à 4 dimensions, l'espace relativiste à 4 dimensions, Poincaré ne propose jamais de diagramme. Alors on a tendance à opposer une démarche qui serait celle de Minkowski qui serait très géométrique, parce qu'effectivement il y a des courbes, quoi. Et puis celle de Poincaré qui serait plus celle d'un algébriste. En réalité, ces distinctions n'ont pas pour autant que je puisse en juger, pas tellement de sens, puisqu'en réalité, on pourrait tout aussi bien dire que si Poincaré ne dessine pas de diagramme, c'est qu'il est profondément géomètre, et que justement, pour lui, les diagrammes introduisent plus de confusion qu'autre chose. C'est ce point-là que j'aimerais un peu développer dans ce qui vient. Donc, dans un premier temps, je vais essayer de répondre à la question de savoir jusqu'à quel point Poincaré a construit un espace-temps. Et puis dans le deuxième moment de mon exposé, ce sera consacré, disons, à une mise en perspective par rapport à la question de la convention, justement. Essayer de voir si philosophiquement on est fondé à dire que la raison pour laquelle Poincaré n'aurait pas embrassé disons, une représentation proprement spatio-temporelle en termes d'espace-temps, c'est qu'il jugeait que toute forme de construction d'espace relevait finalement d'une convention. Alors, il ne s'est pas privé de dire lui-même que l'espace-temps de Minkowski était une convention nouvelle, certes très commode, etc., mais une convention néanmoins. Alors j'aimerais m'interroger là-dessus, donc ce sera le deuxième moment de mon exposé, et demander si réellement on explique quoi que ce soit en invoquant le conventionnalisme de Poincaré. Et si la vraie question n'est pas plutôt d'essayer de comprendre ce qu'il a construit, effectivement, qui n'était pas un espace-temps, mais encore une fois un espace quadridimensionnel, ajusté aux transformations relativistes. Essayer de comprendre ce qu'il a construit pour mieux comprendre l'usage particulier, dans ce cas-là, qu'il entendait faire de la convention, disons spatio-temporelle, si on va employer ce terme en un sens très large. Cet espace à 4 dimensions,
qui est une convention, si on le suit, quel usage il en faisait. C'est là que je crois que les questions deviennent mieux ajustées. Bon. Alors, en effet, je commençais par rappeler que Poincaré, effectivement, considérait le formalisme quadridimensionnel comme un outil. Pas une convention, alors au sens d'une hypothèse indifférente, hein, comme a pu être l'éther. À un moment, bon, il reconnaît que l'éther, finalement, est une représentation qui peut nous aider, qui peut éclairer certains exposés, qui peut nous aider à mieux nous représenter les choses, mais qui est parfaitement indifférente, qui n'a aucune signification physique. Bon. Donc, c'est pas le cas réellement du formalisme quadridimensionnel, dont il dit jamais qu'elle est une convention en ce sens-là, mais qui clairement apparaît comme un artifice, un artefact, quelque chose de construction en tout cas, qui doit lui servir d'outil pour mener un travail qui consiste à mieux saisir ce qui est au cœur de la théorie de la relativité. Alors, on le voit très clairement dans l'article de 1906 sur la dynamique de l'électron, et notamment la dernière section, le paragraphe 9, consacré aux hypothèses concernant la gravitation. L'espace à 4 dimensions est en effet introduit comme une aide pour examiner quelles sont les quantités invariantes du groupe de Lorentz, du groupe des transformations de Lorentz, qui encore une fois permettent d'exprimer une situation, une évolution d'un système, ou un phénomène électromagnétique en général, ou mécanique d'ailleurs, quand on passe d'un système de référence à un autre. Bon. Il veut examiner les quantités invariantes, et on le voit mener ce travail en raisonnant à partir de coordonnées d'espace et de temps, et donc de quadriplets de coordonnées d'espace-temps, x, y, z, ict, j'y reviendrai, c'est pas x, y, z, t. Il raisonne de la même manière pour exprimer des vitesses et des forces, et donc si on résumait les choses, on pourrait relever au moins quatre éléments, 4 points qui sont absolument irréfutables, qui sont présents de façon irréfutable dans le texte de Poincaré. C'est que d'une part, bon, ça, comme on pouvait s'y attendre, il montre que les transformations de Lorentz forment un groupe. C'est ça qui va lui permettre ensuite de construire quelque chose comme un espace-temps relativiste, disons, un espace à 4 dimensions relativiste. Il montre que ça constitue un groupe au sens où la composition de 2 transformations de Lorentz est encore une transformation de Lorentz, sous certaines conditions, et comme il a, disons, un penchant mathématicien, il est porté à s'intéresser presque mécaniquement, quoi, à d'autres aspects de ce groupe, en termes d'algèbre de Lie, etc. Il extrait son invariant fondamental, il l'exprime de la façon la plus générale possible, il distingue plusieurs possibilités, etc. Bon, ici, il fait un travail de fond, quoi, sur le groupe de Lorentz. C'est le premier point. Le deuxième, la dynamique de l'électron. 1906, ouais. Oui, c'est là qu'il montre que les transformations forment un groupe. Et deuxième point, il introduit effectivement un espace à 4 dimensions. Donc j'ai dit tout à l'heure 4 dimensions dont la quatrième s'écrit ICT. I, c'est-à-dire racine de moins 1. Bon. Un nombre imaginaire associé, alors comme il pose C égale 1, on peut simplifier, enfin c'est la vitesse de la lumière par convention justement est égale à 1. Et donc en fait ce qui fait que la quatrième dimension n'est pas une dimension strictement purement temporelle, mais une dimension de temps ou une coordonnée de temps associée à un nombre imaginaire. Ce qui est un peu curieux, mais on va voir très vite les raisons. Bon. Et puis ça c'est capital. Et ça, réellement, ça annonce le geste de Minkowski. Il montre que les transformations de Lorentz, ressaisies dans cet espace à 4 dimensions, je cite, sont des rotations de cet espace autour de l'origine, regardées comme fixe. Donc vous prenez les quatre axes de cet espace à 4 dimensions, et vous pouvez, en vous appuyant sur un ou deux axes, enfin faire tourner l'espace sur lui-même, pour ainsi dire. Et c'est précisément à ce genre de transformations, qui sont donc des rotations, que correspondent les transformations de Lorentz. Alors on laisse de côté le cas simple de la translation. Ça va de soi qu'une translation, évidemment, dans un espace à 4 dimensions, peut correspondre effectivement à une forme dégénérée, quoi, de transformation de Lorentz. Mais ça n'a aucun intérêt, puisque ça correspond à un simple changement d'origine des axes d'espace et de temps. Alors, ça c'est très important, cette histoire de rotation. Parce qu'il faudra essayer de comprendre justement
quel intérêt ça représente pour Poincaré, et justement pour une philosophie qui voudrait se présenter comme une philosophie de l'espace-temps. C'est capital le fait qu'on puisse saisir les choses en termes de rotation dans l'espace-temps, parce que, je vais expliquer dans un moment, parce que c'est justement de cette manière en fait que on peut commencer à donner un sens à l'idée d'unification de l'espace et du temps, ou des coordonnées d'espace et des coordonnées de temps, de façon beaucoup plus claire que lorsqu'on se contente d'écrire les équations de Lorentz, c'est où on constate que les coordonnées d'espace et de temps sont mélangées, pour ainsi dire, quand on veut trouver de nouvelles coordonnées qui correspondent au passage dans un nouveau système de référence. C'est beaucoup plus clair de parler de rotation, parce qu'une rotation, en tout cas dans le sens élémentaire qu'on connaît, l'espace euclidien à 3 dimensions, une rotation, c'est réellement une manière de ressaisir à travers une transformation particulière, disons, l'homogénéité des 3 dimensions concernées. Et si on fait ça en 4 dimensions, il y a l'idée, j'essaie d'expliquer ça de façon plus précise, mais ça suggère fortement l'idée que si vous pouvez effectuer une rotation dans un espace à 4 dimensions dont une dimension a affaire avec le temps, comporte un élément temporel, alors effectivement, d'une certaine façon, vous avez construit un espace dont les 4 dimensions sont unifiées, en tout cas présentent une homogénéité assez forte, pour que la notion même, l'idée même de rotation soit envisageable. Alors le dernier point, le 4e point qu'on trouve, 4e élément qu'on trouve dans l'article de 1906 Poincaré, c'est effectivement la suggestion d'un raisonnement en termes de quadrivecteurs. Alors c'est pas très évident, c'est pas très apparent, mais avec un quadrivecteur qu'on représente par des bipoints, ou alors un seul point si on le rapporte implicitement à l'origine. Bon, il y a déjà l'idée de quadrivitesse, de quadrivecteur de force, etc., que Minkowski précisément va développer, systématiser. Alors, il y a un article qui fait un peu le point sur un certain nombre de ces aspects, un article récent de Bracco et Provost, auquel je renvoie, je crois que c'est publié, l'article le plus pédagogique peut-être, a été publié dans les archives Archive for the History of Exact Science en 2006, à l'été 2006, et il conclut donc cette espèce d'énumération des éléments de géométrie quadridimensionnelle qu'on trouve chez Poincaré. Il le conclut par cette question rhétorique: peut-on être plus géomètre? Pour aller un peu contre l'idée que Poincaré n'aurait pas inventé l'espace-temps parce qu'il était trop algébriste. Peut-on être plus géomètre? Alors, justement, le point remarquable, il me semble, c'est tout de même que Poincaré accueille les transformations de Lorentz, qui forment un groupe, donc, dans le cadre d'un espace euclidien. Je n'ai pas insisté sur ce point, mais c'est capital, évidemment. C'est effectivement que l'élément métrique, donc, si on veut, l'élément métrique qui est plutôt, je vais le prendre à l'envers. Un des invariants fondamentaux du groupe de Lorentz, c'est l'expression, alors qui est identifiée ensuite comme un élément métrique ou comme la forme d'une distance possible dans un espace à 4 dimensions, qui s'écrit donc dx carré. Alors bon, ouais. Donc oui, alors justement chez Poincaré, ça va être bon, alors si on l'écrit, ouais, oui. Attendez. Ouais, mais ça dépend. Je veux pas trop. Ouais, je vais l'écrire d'abord. Ouais. Je vais l'écrire d'abord, pardon. dt. Je vais l'écrire d'abord justement tel qu'on l'obtient, voilà, comme Minkowski, voilà. Et alors l'astuce de Poincaré consiste en effectuant un simple changement de variable, va consister à écrire donc x2 et x1 égale x, x2 égale y, x3 égale z, et simplement de faire une substitution de variables et d'écrire x4 comme un ict. Et évidemment, si vous portez ça au carré, vous avez le signe moins qui disparaît dans l'expression. Et donc, vous pouvez réécrire, l'invariant, enfin, c'est un des invariants fondamentaux du groupe de Lorentz, de la façon suivante. Donc, dx1 carré plus dx2 carré plus dx3 carré plus, c'est ça qui est important, plus dx4 carré. Bon, alors, ça, on peut abréger en l'écrivant comme ça, comme un ds, puisqu'on reconnaît aisément ici une forme généralisée en fait de l'élément métrique euclidien.
hein, qu'on retrouve dans le théorème de Pythagore, etc. C'est un élément métrique en dimension 4. C'est l'expression de la distance, d'une distance de type euclidien, généralisée à la dimension 4, alors évidemment obtenue par une drôle d'astuce, qui consiste à coupler la coordonnée temps avec un nombre imaginaire. Alors ça c'est capital parce que ça permet justement à Poincaré de raisonner en termes de rotation dans un espace d'allure euclidienne. Dans un espace, en tout cas, dont l'élément métrique nous laisse penser qu'il est un espace de type euclidien à 4 dimensions. Voilà. Ça, c'est la grande différence avec Minkowski, qui lui, évidemment, s'en tient à cette expression-là. Et Maintenant, vu le passé mathématique, c'est quand même les grands travaux de Minkowski, ça porte sur les formes quadratiques, avec oui, positif et négatif. C'était quand même ce point-là. Voilà. Effectivement, là, donc cette forme quadratique n'est pas définie positive, et donc elle autorise, bon, la conséquence en termes relativistes la plus directe, c'est que, en fait, ça implique qu'on peut avoir une valeur 0 de x, y, z, et que néanmoins, pardon. Ça peut s'annuler. Oui, non, que tout ça peut s'annuler, que néanmoins, c'est pas parce que l'élément de distance, c'est pas parce que tous les termes s'annulent que la distance est nulle pour autant. Enfin bon, je dis les choses de façon un peu compliquée, mais c'est que, en effet, si on s'intéresse à la lumière, dont la vitesse est constante, ça aussi c'est un des autres invariants fondamentaux du groupe de Lorentz, parce que la vitesse de la lumière est une constante fondamentale, structurelle, de l'espace-temps. Si on s'intéresse à la lumière et à ces trajectoires de lumière dans l'espace-temps qui ont un statut un peu particulier, on s'aperçoit que, eh bien, deux événements dans l'espace-temps, 2 points de l'espace à 4 dimensions, qu'on appelle l'espace-temps, qui seraient reliés par un rayon de lumière, en fait, ont une distance nulle, et pourtant ils sont pas confondus, ils sont distincts. Voilà, ça c'est j'ai pris les choses de façon compliquée, mais c'est une conséquence directe du fait qu'on a un signe moins, au milieu de l'expression. Vous pouvez avoir une distance nulle, que néanmoins les points sont pas confondus. Bon, vous voyez, ça c'est le problème quand un philosophe se penche sur les mathématiques et les expressions ne lui viennent pas aisément. Alors, j'ai remarqué tout à l'heure à Jocelyn Benoît que je suis très content que cette affaire ne soit pas en salle des conférences, puisque j'ai un souvenir traumatique de mon oral au concours BL il y a presque 15 ans, où on m'avait demandé de dessiner, pour m'aider, on m'avait dit, j'étais dans le désarroi devant un problème, on m'a dit dessiner un espace vectoriel. Et je me suis aperçu que j'avais jamais dessiné quoi que ce soit, voilà, donc ça a aggravé ma situation. Là, il y a des questions qui ont l'air évidentes pour les mathématiciens, qui ne sont pas du tout pour des gens qui ont fait des efforts malgré tout. Voilà. Donc, voilà. Alors simplement, là, j'ai énuméré un certain nombre de points, d'éléments qu'on trouve explicitement donc chez Poincaré et qui laissent penser qu'effectivement, il a construit quelque chose comme un espace quadridimensionnel où le temps est intégré d'une façon un peu curieuse. Et bon, c'est pas la peine que je m'étende là-dessus, mais il faut se souvenir. On dit souvent que Minkowski a superbement ignoré Poincaré, ou alors de façon un peu méchante, l'aurait volontairement pas cité, etc. C'est pas tout à fait vrai. C'est vrai que dans l'article de sa conférence de 1908 publié l'année suivante, qui s'appelle l'espace et le temps, c'est vrai qu'il cite pas Poincaré, mais en revanche, il le fait au moins 4 fois dans sa conférence de l'année précédente, de 1907. Et encore 2 fois dans un article soumis la même année à la publication sur les fondements des phénomènes électromagnétiques. Et il reconnaît quoi à Poincaré ? Tout à fait, selon tous les éléments que j'ai énumérés. Il lui reconnaît, il lui rend hommage pour avoir effectivement exhibé la structure de groupe des transformations de Lorentz, mais aussi les invariants de ce groupe, et encore d'avoir proposé une formalisation en termes d'espace à 4 dimensions, qui permet effectivement de ressaisir l'intervalle d'espace-temps comme un élément métrique. Il lui reconnaît tout ça. Qu'est-ce qu'il fait de plus, Minkowski ? En fait, il fait quelque chose de moins, c'est-à-dire qu'il s'en tient à cette expression. Et il en déploie toutes les conséquences, ce que ne fait pas Poincaré. Bon, alors, un historien des sciences comme Arthur Miller, par exemple, dit que
une fois reconnu à Poincaré le mérite d'avoir posé toute la base de la formalisation spatio-temporelle, il faut reconnaître en même temps qu'il revient à Minkowski, et pas à Poincaré, justement, d'avoir, je cite, découvert la signification des symétries mises au jour par Poincaré. Il revient à Minkowski d'avoir découvert la signification de ces symétries. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Quelle est cette signification que Minkowski aurait découverte et qui aurait échappé à Poincaré? Et justement, à quel niveau se noue cette signification? À quel niveau est-ce qu'elle se noue aux opérations mathématiques là, qui sont en jeu? Transformation, structure de groupe, etc. Bon. Pour Minkowski, l'expression, la première là, que j'ai indiquée comme ça, l'invariance de cette expression, le fait donc que des intervalles d'espace et des intervalles de temps considérés en eux-mêmes ne soient pas invariants. C'est ça qui est important. En fait, si c'est ça qui est invariant, ça veut dire que ça n'est pas invariant et que ça tout seul non plus. C'est ça la conséquence importante physiquement, c'est que les intervalles de temps, les intervalles d'espace ne sont pas en eux-mêmes Lorentz invariants. Quoi. En quoi est-ce que ça implique que espace et temps sont désormais inséparables? Pour la physique, mais aussi pour la philosophie, pense Minkowski. L'idée de Minkowski, donc, c'est que l'espace quadridimensionnel, c'est pas simplement un adjuvant utile pour simplifier les calculs, pour leur donner une expression plus claire, mais que c'est appelé par la nature même des phénomènes électromagnétiques. Que c'est donc les phénomènes électromagnétiques et les invariances qu'ils présentent qui nous obligeraient à produire l'espace-temps comme une scène qu'il faudrait envisager en bloc, d'une seule tenue, donc d'un seul tenant, pour ainsi dire. Vous connaissez la phrase célèbre que je donne dans la traduction française, un peu lyrique, un peu plus lyrique que le texte original. Dès maintenant, l'espace indépendant du temps, le temps indépendant de l'espace, ne sont plus que des ombres vaines. Une sorte d'union des deux doit seule subsister encore. Une sorte d'union des deux doit seule subsister encore. Alors, est-ce que ça veut dire... Qui a fait cette traduction? Je l'ai pas, j'ai dans mon sac quelque part, je sais plus. Ça a été traduit immédiatement, en fait, après la mort de Minkowski, c'est paru en 1909. Bon. Est-ce à dire, donc, j'essaie de comprendre cette affaire, parce que derrière cette image, donc des ombres vaines qui se dissipent, on peut trouver que c'est un simple tour de langage, ou on peut essayer de le prendre littéralement et de penser en termes projectifs. L'idée que espace et temps, considérés indépendamment, seraient comme les ombres portées, des projections ou des coupes dans l'espace-temps. Est-ce qu'il faut comprendre que les intervalles d'espace et les intervalles de temps considérés en eux-mêmes n'ont aucune signification physique? Alors certainement pas, c'est pas du tout ce que veut dire Minkowski. Il faut simplement reconnaître ce que je viens de dire, c'est vrai, ils ne sont pas Lorentz invariants, ils ne sont pas invariants par transformation de Lorentz. Ils n'ont donc pas de signification physique absolue, mais ils en ont évidemment une relative. C'est qu'à chaque fois qu'on se place dans un système de référence inertiel, on peut tout à fait retrouver un espace de type euclidien auquel on peut adjointer une dimension temporelle et décrire les choses en termes d'espace-temps classique, exactement comme on a toujours fait, l'espace-temps classique. Et l'idée même de géométrie quadridimensionnelle pour décrire la mécanique, elle est présente chez d'Alembert, chez Lagrange. Bon. Donc, c'est pas du tout que espace et temps, considérés comme des entités indépendantes, n'auraient aucune signification physique. Ils n'en ont aucune qui soit absolue. Donc vraiment, Minkowski formule l'affaire en termes d'absolu opposé à relatif. Et c'est en un sens très fort qui va bien au-delà du principe de relativité physique. C'est vraiment l'idée, et d'ailleurs il emploie le terme de substance, que l'espace-temps serait quelque chose de substantiel parce qu'il aurait vocation, parce qu'il aurait capacité d'intégrer toutes les perspectives, ou de les révéler justement comme des projections ou des perspectives, qui n'ont de sens que rapportées à cet espace-temps, et qui n'ont de sens que dans le mouvement qui permet de les projeter les unes sur les autres. Une transformation de Lorentz, au fond, c'est une transformation qui permet de passer d'une perspective spatio-temporelle à une autre. Et que, d'une certaine façon, l'espace-temps, celui que construit Minkowski, serait une perspective absolue, enfin, disons, ce serait un espace sans perspective, une structure absolue. On parle du postulat du monde absolu, drôle d'expression, le monde absolu, et qui révélerait tout le reste comme relatif. C'est là qu'il y a Weltraum, je crois. Ouais, le Weltraum, ouais. L'espace du monde, ouais. Weltraum, non, il dit Raumzeit un peu. L'espace-temps, l'expression chez Minkowski, c'est Raumzeit, et effectivement, Weltraum, c'est l'idée que cet espace-temps fait monde, se donne comme la structure absolue du monde, quoi. Et la structure absolue à laquelle il faudrait rapporter toute perspective sur le monde.
Donc vraiment, bon, il s'adresse aussi dans cette conférence-là à des physiciens et pas à des collègues mathématiciens. Donc il a peut-être un peu forcé la note pour essayer de faire bien saisir la portée de ces manipulations algébriques, quoi. Il a peut-être un peu forcé l'image, mais je crois que c'est important parce que c'est à partir de là qu'ont embrayé toutes les philosophies de l'espace-temps. Jusqu'à aujourd'hui, on continue à se demander si l'espace-temps est une structure substantielle, comme parle en philosophie analytique, il y a cette distinction entre ce qui serait substantiel et ce qui serait relationnel, non pas relatif mais relationnel. Bon, c'est une question métaphysique. Conférence de Minkowski, il a eu une réunion qui ressemble à ce qu'on a en France correspondait à l'association pour l'avancement des sciences. C'est ça. C'est-à-dire que ce n'était pas une des sociétés, c'était multidisciplinaire. Voilà, oui. Alors, rencontre multidisciplinaire qui existe toujours en Allemagne. Donc il essaie aussi de convaincre des biologistes, par exemple. D'ailleurs, la société des médecins et scientifiques allemands. Voilà. Ça explique peut-être le ton un peu de manifeste de cette affaire. Alors moi, je me pose une question beaucoup plus modeste, pour le coup, toujours en essayant d'interroger les fondements de cette union ou Verschmelzung, fusion de l'espace et du temps, avancée par Minkowski, et je me demande justement qu'est-ce qu'il fait en général, de façon... Alors c'est très modeste, en même temps c'est délirant d'ambition, puisque j'aimerais demander qu'est-ce qu'il fait en général, de façon la plus générale, qu'est-ce qui nous fait dire qu'un espace est un, qu'est-ce qui fait qu'il est d'un seul tenant. Qu'est-ce qui fait, au-delà de la donnée d'un groupe de transformation, qui caractériserait la structure de l'espace, qu'est-ce qui fait qu'il est d'une pièce? C'est une question qui est posée à l'intuition, ce que je veux savoir, c'est comment il se donne comme un, à une intuition possible, qui peut être une intuition visuelle ou une intuition opératoire, peu importe. Mais il me semble, en tout cas, on pourrait en discuter, ça peut être l'objet d'une discussion, que la structure de groupe comme telle ne donne pas cette intuition-là. Elle donne l'intuition d'une sorte de complétude en un sens non technique, de fermeture, de clôture, puisque deux compositions, selon la loi de composition interne, deux transformations peuvent en produire une troisième qui fait partie du groupe, etc. Mais elle ne donne pas cette intuition d'un seul tenant. Alors qu'est-ce qui est susceptible de donner cette intuition? Je l'ai évoqué tout à l'heure. Il me semble que c'est précisément l'idée de rotation, notamment le type de transformation qu'implique la rotation dans un espace à 3 ou à 4 dimensions. Alors, si je prends le cas simple, un espace à 3 dimensions euclidien, qu'est-ce qui fait que les 3 dimensions de l'espace euclidien, donc cet espace qui correspond au groupe des déplacements dits euclidiens, d'accord, déplacements qui sont eux-mêmes approximativement illustrés par l'expérience des corps solides, bon, qu'est-ce qui fait que cet espace, que les 3 dimensions de cet espace sont unifiées? Qu'est-ce qui l'atteste dans l'intuition, au-delà donc de l'homogénéité du groupe des déplacements? Eh bien, je crois que c'est effectivement la possibilité d'effectuer des rotations. À travers une rotation, qu'est-ce qui se passe? Je vais pas, si, on peut écrire. C'est pas utile d'écrire la formule algébrique d'une rotation. Ça fait intervenir des cosinus et des sinus, et évidemment des angles, puisque. Mais je vais le dire de façon très conceptuelle, très générale. À travers une rotation, ce qui se passe, c'est que chaque dimension, dans les coordonnées attachées à chaque dimension, sont susceptibles d'être liées aux autres par une forme d'échange ou de compensation. Donc, une rotation unifie, en ce sens, en acte, les 3 dimensions, si on parle d'un espace à 3 dimensions, en exprimant, par exemple, les coordonnées d'une dimension en fonction de celles des deux autres. Si on est en 2 dimensions, eh bien c'est encore plus simple. Je vais quand même écrire la formule. Vous avez la formule d'une rotation d'angle alpha. Évidemment, c'est trivial en 2 dimensions, mais... Pardon. Ouais. Ça aussi, c'est une... Non, attendez. Oui. Elle est juste? Il faut changer ici. Vous voyez, ça c'est aussi les... Ah, j'ai remis, ça c'est fort. Ah, c'est une substitution en mathématiques. C'est identique. Donc, je remets ici. Bon. Excusez là aussi le manque de pratique de la chose, puisque j'ai une relation non pas théorique à ça, j'ai beaucoup réfléchi sur ce que ça impliquait effectivement, mais c'est trivial. C'est-à-dire que là, effectivement, il faut s'exprimer une des coordonnées en fonction des deux autres, quoi. Alors en 3 et en 4 dimensions, c'est un phénomène du même ordre, sauf que vous tournez autour de plusieurs axes.
plusieurs axes peuvent servir de point d'appui pour une rotation. Donc, si des transformations de ce genre n'existaient pas par impossible, d'accord, en tout cas par impossible dans ce type de groupe, on ne serait pas fondé à considérer que les trois dimensions d'espace forment un continuum, par différence justement avec un graphe, par exemple. Un graphe où on articulerait, mais sans les unifier, des dimensions chargées d'exprimer des quantités, par exemple comme la température et la pression. En fait. Vous mettez en rapport sont une fonction comme ça, la température et la pression, ou alors, pour reprendre un exemple que chez Riemann, la hauteur des notes de musique et leur volume, ou leur intensité. Vous pouvez obtenir un graphe, mais pour autant, on ne voit pas à quoi correspondrait une rotation dans un espace de champ, même en deux dimensions. Alors, on ne voit pas à quoi ça correspondrait physiquement. Et parce que ces dimensions sont tellement hétérogènes, dans ce cas que je viens de donner, qu'elles ne peuvent justement être qu'articulées les unes aux autres, et non pas unifiées. Bon. Alors, je crois que Poincaré en demande pas plus. C'est un long excursus pour simplement justifier le fait que la rotation, pour lui, est capitale, parce qu'il n'en demande pas plus. Pour lui, l'espace quadridimensionnel relativiste serait un espace au sens fort, un continuum spatio-temporel, si on veut dire. Et je distinguerai le continuum spatio-temporel au sens Poincaré de l'espace-temps minkowskien. Bon. Il est un continuum, un espace au sens fort, dans la mesure où il présente, en effet, quelque chose qui est équivalent à des rotations euclidiennes. Alors ça a beaucoup frappé quelqu'un comme Einstein, justement. Pas tout de suite, mais quelques années plus tard, en lisant peut-être plus attentivement les travaux de Poincaré sur la dynamique de l'électron, notamment, dans le livre de vulgarisation qu'il a écrit, qu'il a publié en 1917, sur la théorie de la relativité restreinte et générale, Einstein insiste beaucoup, c'est très étonnant parce que c'est le chapitre 17 qui est consacré à l'espace-temps de Minkowski. Et très curieusement, après avoir rappelé la manière dont les transformations de Lorentz s'exprimaient, des changements de perspective dans un espace-temps absolu, à la Minkowski, juste après avoir dit ça, il conclut son chapitre, qui est assez court, par un long paragraphe où en réalité il parle de Poincaré, sans le citer. C'est-à-dire qu'il insiste sur le fait que ce qui est très important dans cette affaire, c'est de reconnaître qu'il y a quelque chose dans l'espace-temps, dans le continuum espace-temps à 4 dimensions, quelque chose qui est formellement équivalent, je le cite en traduisant parce que j'ai la version anglaise sous les yeux, je voulais vous le projeter, mais il y a quelque chose qui est équivalent à des rotations dans l'espace géométrique euclidien à 3 dimensions auquel on est habitué. Et que pour ce faire, on est obligé, dit-il, d'associer à la coordonnée de temps, t, une quantité imaginaire, racine de moins 1, ou i, qui lui est proportionnelle. Ouais. Bon. Alors, en tout cas, enfin, il se réfère donc à l'écriture, ou non, à l'astuce de Poincaré, beaucoup plus qu'à ce que Minkowski met en œuvre, effectivement. Il insiste beaucoup là-dessus. Après, il en donne toute une justification en expliquant que ça satisfait évidemment les exigences de l'intuition et que c'est très important, formellement, que je cite toujours, que ces 4 coordonnées correspondent exactement, formellement, qu'elles correspondent exactement aux 3 coordonnées euclidiennes, aux 3 coordonnées de l'espace euclidien. Et donc il dit, ça devrait être clair maintenant à tout non-mathématicien, que en conséquence de cette addition purement formelle, la théorie de la relativité gagne une clarté sans mesure. Bon. Je trouve ça très troublant qu'effectivement, dans un chapitre consacré à Minkowski, ce soit précisément la mise en forme euclidienne de l'espace-temps relativiste, celle de Poincaré, qui soit mise en avant, sans qu'il soit cité. Alors, une précision simplement, j'ai parlé rapidement du fait que donc on pouvait exprimer dès lors qu'on se donnait, qu'on réécrivait les choses comme ça et qu'on se donnait donc une dimension temporelle associée à une quantité imaginaire, on pouvait exprimer des rotations. Alors ces rotations sont un peu particulières néanmoins, puisque dans la mesure où cet espace à 4 dimensions accueille un nombre imaginaire, eh bien les rotations à 4 dimensions, les rotations quadridimensionnelles seront certes analogues aux rotations euclidiennes à 3 dimensions, mais elles seront d'un angle imaginaire. C'est des rotations d'angle imaginaire.
Néanmoins, c'est des rotations au sens où le principe, qui est effectivement de circuler entre les 4 dimensions ce principe qui est de circuler entre les 4 dimensions, il est effectivement le même qu'on parle de rotation euclidienne classique ou de rotation d'angle imaginaire à 4 dimensions. Alors il y a 2 interprétations que j'imagine, 2 interprétations qu'on peut donner de cet artifice, parce que c'est bien un artifice. C'est un artifice à la fois pédagogique et calculatoire, qui, en tout cas, qui permet de rendre les choses beaucoup plus claires que lorsqu'on se promène avec une signature Lorentzienne, plus, moins. 2 interprétations possibles, une interprétation faible et une interprétation forte. Là, l'interprétation faible consiste à dire que l'espace à 4 dimensions, construit de cette façon par Poincaré, n'est finalement qu'un espace abstrait, au sens, et ça c'est Poincaré qui le fait valoir, au sens où Hertz, par exemple, peut utiliser des espaces à n dimensions pour décrire la trajectoire d'un système qui aurait n variables, qu'on devrait décrire avec n paramètres. Il fait référence aussi aux espaces de configuration, aux espaces de phase. Donc voilà ce qu'on appelle un espace abstrait. Bon, pour lui, c'est quelque chose de cet ordre. C'est un outil de travail et qui est entièrement finalisé par un but qui est d'établir de la façon la plus claire, la plus systématique possible les invariants du groupe de Lorentz. Et donc, d'une certaine façon, Poincaré n'a pas besoin de développer toutes les propriétés géométriques de cet espace quadridimensionnel un peu curieux, où il y a des rotations d'angles imaginaires. Il lui suffit d'avoir identifié sa structure de groupe, ses principaux invariants, et lui avoir donné cette forme qui, formellement, est homologue, disons, analogue, en tout cas, à l'espace euclidien. Donc, on pourrait dire il a simplement habillé son espace, la géométrie de son espace à 4 dimensions, en redéfinissant une des dimensions comme une dimension imaginaire, de manière à trouver une expression euclidienne de l'intervalle spatio-temporel, expression qui peut toujours être retraduite le moment venu, et de même pour les rotations, on peut toujours les retraduire pour retrouver des pseudo-angles, des transformations hyperboliques, etc. Ce que fait Minkowski, qui travaille directement à ce niveau. Ça, c'est l'interprétation faible. Alors maintenant, il y a une interprétation plus forte, et qui est peut-être plus intéressante philosophiquement, je ne sais pas, en tout cas qui a des conséquences plus radicales, ce serait de dire que, au fond, pour Poincaré, cet espace à 4 dimensions, il est euclidien, réellement euclidien. Mais que, étant euclidien, il faut dire du même coup que le temps n'y est pas une dimension à part entière. Il y a bien une liaison particulière entre des coordonnées d'espace et des coordonnées recueillant quelque chose du temps, je veux dire recueillant un élément temporel, mais la dimension temps, la coordonnée t comme telle, n'apparaît jamais de façon indépendante dans cette affaire. Elle est toujours associée à un nombre imaginaire, et c'est ce qui rend l'interprétation physique, pour le coup, extrêmement complexe. On ne peut pas interpréter physiquement directement cette affaire. Alors, Joël, on en reparlera, mais tu as l'air de hocher la tête. J'ai l'impression que c'est un peu difficile d'interpréter ça comme une... Donc tu es d'accord. C'est normal que les transformations se ressemblent, mais justement, il y a toute une signification physique, c'est un gros problème, à mon avis. Là. On a fait en tout cas un espace abstrait. Son chapeau qui n'a pas de sens, essentiellement. Je ne sais pas si vous en pensez. Justement, je pense que c'est Poincaré les met en suspens. Alors la question, c'est de savoir est-ce que ça n'a pas de sens. La question est de savoir en quel sens ça n'a pas de sens. Est-ce que ça n'a pas de sens parce que justement, ce serait une façon d'annuler le temps, c'est-à-dire de faire vraiment disparaître, ce qui est un peu l'idée de Minkowski, parce que Minkowski, pour lui, le temps comme tel, le temps comme dimension indépendante, disparaît. Il dit elle disparaît comme une ombre vaine. Ou est-ce que, ce serait peut-être la position de Poincaré, est-ce que simplement on n'a pas suspendu cette question pour travailler sur un espace abstrait, à un niveau, disons, un niveau d'abstraction qui permet ensuite de redescendre le moment venu pour retrouver cette dimension temporelle. C'est pas parce qu'on a suspendu la question que cet espace n'a pas de sens physique. Alors, voilà, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas de sens physique. Bon, ma suggestion, si vous voulez, et maintenant c'est ça que je vais développer dans dernière minute de mon exposé, ma suggestion serait que cette construction qui est artificielle, en effet, elle livre peut-être une vérité philosophique concernant l'espace-temps minkowskien. Quelle vérité ? Eh bien, peut-être que le temps
chez Minkowski lui-même, il n'y a justement pas vraiment une dimension. Alors ça, ce serait à creuser. Ce serait, alors évidemment, mathématiquement, ça n'a aucun sens ce que je dis, parce que justement, on a l'impression que si, bah justement, pour le coup, c'est une dimension. Ça. Si en plus, si on met C égale 1, d'accord, bah, très clairement, elle a le même statut, formellement, que toutes les autres, contrairement à Poincaré qui fait ce bidouillage étrange. Eh bien, je crois que peut-être qu'il faudrait s'interroger un peu, malgré tout, une seconde fois, et se demander si le temps fonctionne réellement comme une dimension, est-ce que ce qui compte c'est le temps coordonné, ou est-ce que en réalité, dans son sens le plus profond, il ne fonctionne pas dans l'espace-temps de Minkowski comme un paramètre. Et là j'ai en tête évidemment la formulation invariante du temps en termes de temps propre entre deux événements ou deux points de l'espace-temps à 4 dimensions. On peut définir une relation qu'on appelle le temps propre et qui correspondrait au temps qui s'écoulerait d'un point événement à l'autre dans un système immobile. Par rapport à ces deux points. C'est une formulation qui est invariante, ça c'est quand même assez remarquable, et c'est une formulation qui, alors il se trouve qu'effectivement dans ce cas-là, le temps coordonné correspond au temps propre si on se situe dans le référentiel immobile, mais comme elle peut être formulée de façon générale dans tous les systèmes de référence, eh bien elle prend cette expression qui est le temps propre. Alors le temps propre, c'est quand effectivement x, y et z s'annulent, puisque le référentiel est immobile par rapport à ces événements, il n'y a pas de... Oui, j'étais en train de dire qu'effectivement, si on s'intéresse aux quantités invariantes, et notamment aux quantités temporelles invariantes, comme le temps propre, alors on s'aperçoit que c'est plutôt une idée de temps paramètre, beaucoup plus que de temps coordonné, qui intervient de façon décisive dans l'armature de l'espace-temps. Que finalement, cette coordonnée de temps t, alors, elle intervient évidemment dans l'expression même des invariants, mais elle est peut-être moins décisive, elle fait peut-être partie de façon moins structurelle de l'échafaudage de l'espace-temps qu'une certaine idée du temps paramètre, qui retrouve, ou de temps intrinsèque si vous voulez, ou de temps intrinsèque ou invariant, qui retrouve une importance très grande dès lors qu'on s'attache plutôt aux invariants du groupe des transformations qu'aux transformations elles-mêmes. Peut-être en effet, si je vais un peu plus loin, le temps n'est justement n'est une dimension que, chez Minkowski, que dans chacune des projections d'espace et de temps que l'espace-temps devrait totaliser ou compatibiliser. L'espace-temps en lui-même, ce que Minkowski appelle parfois l'absolu, on n'y trouve pas la dimension temporelle. C'est bien ce qui a gêné Bergson d'ailleurs. En revanche, on la retrouve, cette dimension, mais en un sens très classique cette fois-ci, à chaque fois qu'on projette, qu'on se donne une projection ou une coupe de l'espace-temps qui correspond justement à la perspective ouverte par un système de référence, et que là on peut effectivement redéployer un espace et un temps comme quatrième dimension de l'espace. Et bon, voilà. Si vous voulez une autre manière, peut-être moins obscure de dire les choses, ce serait que l'espace-temps de Minkowski, et ce serait peut-être la grande différence avec Poincaré, l'espace-temps de Minkowski, tel qu'il le présente en tout cas, même si formellement très analogue à la construction de Poincaré, l'espace-temps de Minkowski me paraît être plutôt, enfin dans l'usage qui en est fait, me paraît plutôt être quelque chose comme un espace de deuxième niveau. Un hyperespace en effet, puisqu'il a 4 dimensions, mais aussi un méta-espace, puisque de l'aveu même de Minkowski, c'est un espace qui a pour fonction d'articuler dans une même représentation, dans un même espace de représentation, alors qui se trouve être pseudo-euclidien, puisque lui il a une métrique non euclidienne, enfin pseudo-euclidienne, qui articule dans un même espace de représentation une multitude de perspectives spatio-temporelles, où on pourrait retrouver cette fois-ci de façon évidente 3 dimensions d'espace à chaque fois et 1 dimension de temps, mais justement pas unifiées, pas intégrées au sens de Minkowski. Donc pour résumer ces propos qui sont plus des pistes que j'essaye de frayer, là, qui ne sont pas encore stabilisées, si vous voulez, je dirais, la question, pour moi, se pose de la façon suivante, c'est est-ce que le temps peut encore subsister réellement comme une dimension, fût-ce unifiée aux 3 autres d'espace, si, effectivement, l'espace-temps de Minkowski se présente plutôt comme un méta-espace, un espace de compossibilisation ou de coexistence des perspectives spatio-temporelles, beaucoup plus que comme un espace proprement dit. Et donc la grande différence avec Poincaré, c'est que je crois que
Poincaré travaille sur un espace abstrait, mais dont il est très important pour lui qu'il fonctionne comme un espace, au sens où il l'entend, c'est-à-dire à la fois qu'il soit défini intrinsèquement, structurellement par son groupe, une structure de groupe particulière, mais aussi espace au sens où il s'agit bien d'un continuum où l'espace et le temps interviennent, et qui ne va pas appeler un espace-temps, mais qui présente quelque chose d'homogène, qui est notamment exprimé par le fait qu'on peut repérer là-dedans des rotations analogues aux rotations euclidiennes, aux rotations dans l'espace euclidien. Pour lui, c'est très important que cet espace fonctionne comme un espace. Alors que pour Minkowski, et ça m'amène pour terminer à la question des diagrammes, justement, pour Minkowski, c'est beaucoup plus important pour lui d'avoir une sorte d'espace de représentation au carré, quoi, une sorte de méta-espace, d'espace-temps qui totaliserait une multitude de perspectives spatio-temporelles. Et du coup aussi, la question de savoir quel type d'intuition on peut avoir de cet espace comme espace, avec sa métrique pseudo-euclidienne, passe au second plan. Et si vous voulez, j'ai l'impression que l'usage des diagrammes constitue chez Minkowski, alors qu'il n'y a pas du tout de diagramme d'espace-temps chez Poincaré, il n'y a rien qui ressemblerait même au début d'un diagramme d'espace-temps chez Poincaré, tous les raisonnements sont algébriques ou analytiques. L'usage des diagrammes me semble être une manière de répondre à cette espèce de besoin d'unification ou d'intuition unifiante qui est frustré par le fait que Minkowski, quand il construit son espace-temps, d'une part, disons, est sans cesse en train de nous expliquer que cet espace-temps est plutôt un espace d'espace, une sorte de méta-espace, et que d'autre part, il a une structure tout à fait particulière qui nous le rend difficilement intuitionnable, puisqu'il a une métrique pseudo-euclidienne, puisque les rotations y sont hyperboliques. Bon, voilà. Donc, mes dernières considérations seront justement sur la place que Minkowski donne au diagramme. Vous savez que, donc, je l'ai répété plusieurs fois, mais que les diagrammes, alors les diagrammes d'espace-temps, là c'est pareil, je voulais vous projeter des choses, mais ils sont construits de façon assez simple. Ça se donne d'abord comme c'est des diagrammes qu'on appelle des diagrammes affines, au sens où il ne faut pas s'empresser d'y projeter justement des notions métriques, quoi. Quand on regarde, quand il construit par exemple, bon, disons que voilà, ça c'est le temps. Alors, on réduit, pour simplifier, on se donne une dimension d'espace et une dimension de temps, on travaille en deux dimensions. Alors je construis un système de coordonnées avec des axes orthogonaux, mais en fait, comme il s'agit d'un diagramme affine, pour l'instant, ça c'est pas plus orthogonal qu'autre chose. Ce qui compte, c'est simplement qu'on ait des formes de symétrie déjà, que par exemple cette trajectoire-là puisse conventionnellement être réservée aux trajectoires des photons, enfin de la lumière, quoi. Et donc oui, comment ces diagrammes d'espace-temps sont tels que Minkowski les introduit, sont très pratiques parce qu'ils permettent de représenter de façon intuitive, visuelle, donc des transformations, ces fameuses transformations de Lorentz qui correspondent au passage d'un système de coordonnées, d'un système de référence inertiel à un autre. Et alors ceux qui sont familiers de cette affaire savent bien comment ça fonctionne. C'est jusque-là rien de nouveau, c'est-à-dire que du point de vue de ce premier référentiel qu'on peut appeler S, un mouvement de translation uniforme par rapport à ce système, je prends un corps ou un système en mouvement, va être représenté par ce type de trajectoire, une trajectoire inclinée en direction de l'axe des trajectoires, de la trajectoire de la lumière, qui est la vitesse maximale. Donc ça ne dépassera jamais cet angle-là, hein, l'angle maximal, donc 45 degrés sur cette représentation, mais j'introduis des notions de mesure d'angle que je ne devrais pas encore introduire, parce que pour l'instant, tout ça, on a une notion de parallélisme, et d'une certaine façon, on n'a pas tellement plus, quoi. C'est un diagramme affine dans un premier temps. Alors, ce que montre Minkowski, je vais très vite, sinon ça va durer des heures, mais c'est que par un pur raisonnement de symétrie, justement, on peut arriver à la conclusion, graphique, mais aussi algébrique, que si effectivement, c'est le deuxième postulat de la relativité restreinte pour Einstein, si effectivement la vitesse de la lumière est indépendante de sa source et constante dans tous les référentiels, alors il faudra qu'elle se comporte de la même façon pour le second référentiel, que j'appellerai S', là, que pour le premier. Il faudra qu'elle aille à la même vitesse, pour dire les choses bêtement. Et que pour le représenter graphiquement, il n'y a guère d'autre choix que d'effectuer une rotation d'un genre un peu particulier,
qu'on appelle, je crois, en tout cas en anglais c'est le terme, je ne sais pas si on appelle ça des cisailles, c'est un sens, shear en anglais, qui est une rotation d'angle inverse, quoi. C'est-à-dire que par rapport à l'axe des x, l'axe des x' va aller dans ce sens-là, un certain angle qui sera le même que l'angle, mais en sens inverse, de l'angle que balaye l'axe des t', nouvelle dimension de temps, pour le référentiel S'. Donc l'idée c'est que, qu'est-ce que c'est qu'un changement de référentiel? Comment on le représente? Au lieu d'avoir des rotations classiques, où on serait tenté d'écrire l'axe des x' comme ça, eh bien, en fait, l'axe des x' se rabat lui aussi en direction et symétriquement en direction de l'axe dessiné par les trajectoires des photons, parce que justement, il faut dans tous les cas, dans tous les référentiels, que cet axe se comporte de la même façon, qu'il soit effectivement la bisectrice, si vous voulez, pour le dire en termes vraiment euclidiens, la bisectrice qui partage le repère. Bon. Je vais pas m'étendre là-dessus, sinon pour dire que ces diagrammes sont étonnants, parce que dans un premier temps, il faut y projeter aucune intuition métrique. Dans un deuxième temps, Minkowski nous explique qu'il faut quand même, pour introduire justement des notions de mesure là-dedans, et pouvoir comparer les mesures qui sont faites dans un des référentiels et dans l'autre, il faut introduire une sorte de calibrage, quoi, un calibrage. Et ce calibrage, au lieu d'être obtenu par des cercles unités, comme ça se fait de façon euclidienne, quoi, vous donnez un cercle unité, d'accord, qui permet de calibrer les axes, on va le faire avec des hyperboles. Alors, en l'occurrence, l'hyperbole qui passe dans le premier repère, xt, par le point 0, 1, d'abscisse 0 et d'ordonnée 1, je vais le faire là. Et donc, on dessine une hyperbole qui a pour asymptote, justement, qui passe par ce point-là et qui a pour asymptote la trajectoire de lumière. Et ça permet de calibrer de façon... On le fait pareil d'ailleurs de ce côté-là. Bon. Ça permet de calibrer très facilement les axes, les nouveaux axes, hein, puisque en fait, exactement de la même façon qu'ici, un changement de repère, d'accord, on va pouvoir reporter l'unité sur le nouveau repère simplement en dessinant la sphère unité. Quoi. Là, de la même façon, l'hyperbole unité, si vous voulez, dont je ne donne pas l'équation, mais qui correspond en l'occurrence de façon exacte aux transformations de Lorentz, va pouvoir recalibrer, si vous voulez, toutes les nouvelles paires d'axes qui correspondront au nouveau système de référence. Alors, ça c'est simplement pour fixer les idées pour ceux qui ont un souvenir de cette affaire, c'est dans tous les manuels de présentation de la relativité restreinte. Pour ceux qui n'en ont aucune idée, c'est forcément très confus, et je m'en excuse parce que je ne peux guère faire autrement que d'aller très vite comme ça. Mais pour arriver à un point conceptuel qui m'intéresse, c'est que ces diagrammes-là, d'une certaine façon, ils ne sont pas plus euclidiens que non euclidiens, dans un premier temps. On vous explique qu'ils n'ont pas de métrique naturelle. Alors, ensuite, on en introduit une en expliquant que les hyperboles permettent le calibrage des courbes. Et effectivement, il faut ajuster son intuition pour se rendre compte que ce segment-là, ou ce vecteur-là, a même mesure que celui-ci. Bon. C'est pas évident, vous voyez, mais justement, il faut ajuster son intuition, et l'idée qu'il y a derrière, l'idée de Minkowski, serait que un diagramme de ce genre fonctionne aussi comme un diagramme de vitesse, au sens où, si on ressaisit des vecteurs qui s'inclinent, qui se penchent de plus en plus en direction de la trajectoire lumineuse, qui correspondent donc à des systèmes qui vont de plus en plus vite, relativement au premier, d'accord ? Si je me penche à la limite vers C, j'atteins la vitesse limite C, enfin, où je m'approche indéfiniment de cette limite-là, bon, j'ai une série comme ça infinie de vecteurs qui sont tous des vecteurs unités, vous voyez, mais qui se penchent le long qui glissent comme ça le long de l'hyperbole unité. Voilà. Oui, l'autre c'est pareil. Bon. Si je me représente ce genre de choses, oui, alors c'est très fascinant, c'est très simple comme construction. Enfin, on peut passer des heures à voir des choses
un peu étonnantes là-dedans, mais notamment, enfin, c'est ce que je comprends, moi, de ce diagramme. Bon, d'une part, il propose à sa façon un modèle euclidien, parce que je peux tout à fait interpréter ça comme en termes euclidiens. Si je suis euclidien, je vais dire que effectivement le temps, puisque ça correspond à l'axe des temps, là, donc là-dessus je prélève des temps, que le temps se dilate, si je suis euclidien. Et effectivement, d'une certaine façon, c'est ça qu'il faut voir. Il faut voir le temps se dilater comme un effet de perspective si on rapporte tout au premier référentiel. Mais en même temps, si je raisonne de façon intrinsèque et que je me place à chaque fois là où se passent les choses, c'est-à-dire dans le système considéré, on s'aperçoit qu'il y a un temps propre qui est absolument invariant, quoi. C'est-à-dire qu'une seconde, c'est toujours une seconde, dans tous les référentiels. Bon. Et ça, on le voit d'une certaine façon. Et ce qu'on voit aussi, on voit effectivement un vecteur vitesse qui se déplace comme ça, et qui présente cette curieuse propriété d'être à la fois déformé du point de vue du premier référentiel, et en même temps toujours identique à lui-même dans chacun des référentiels successifs. Bon, il y a un jeu constant que Minkowski met en place entre des intuitions de type euclidien et des intuitions de type non euclidien. Alors cette question a été examinée d'un point de vue historique et très informé par Scott Walter, qui s'est intéressé justement à l'influence de la tradition non euclidienne, de géométrie non euclidienne, dans les constructions hyperboliques de Minkowski, notamment dans les diagrammes. Mais ça me semble être une confirmation, vous savez, cet usage intensif des diagrammes chez Minkowski, la manière dont ça intervient stratégiquement pour justement appuyer cette thèse d'apparence métaphysique sur l'abolition de l'espace et du temps pris indépendamment, etc. Cette omniprésence des diagrammes, elle me semble confirmer l'idée que, au fond, l'espace-temps de Minkowski, ce qui l'intéresse dans l'espace-temps, c'est, ce qui fait qu'il est absolu, c'est que c'est en effet quelque chose comme un espace qui permet de représenter la coexistence ou la compossibilité de diverses perspectives spatio-temporelles. Donc je retrouve cette idée que, et ça se précise un peu parce qu'on pourrait le caractériser donc de deux façons, ce méta-espace que j'évoquais tout à l'heure, comme un espace, disons, cinématique, un espace de vitesse. Alors d'autres que Minkowski ont développé cette idée, qu'on peut se donner une représentation visuelle qui fait intervenir des aspects non euclidiens qui correspondent à un espace de vitesse, une sorte d'espace, un espace-temps qui serait en fait un espace cinématique. Et puis il y a d'autres aspects là que j'ai pas le temps de développer, mais qui seraient peut-être intéressants à vraiment prendre à la lettre, qui sont justement les aspects projectifs, qui sont incorporés dans ce type de construction. Vous vous souvenez que donc Minkowski dit que l'espace et le temps vont disparaître comme des ombres vaines, comme les ombres portées en quelque sorte de la structure absolue de l'espace-temps. Eh bien, ce serait intéressant de se pencher un peu sur les aspects de géométrie projective qu'incorporent les diagrammes et l'espace-temps lui-même, au sens où justement il est censé faire droit ou faire saisir une multiplicité infinie de projections temporelles et spatiales comme projection ou section d'un espace-temps à 4 dimensions. Alors, donc ça c'est simplement, je terminerai maintenant sur quelques remarques sur l'usage de la convention chez Poincaré. C'est simplement pour dire que la stratégie de Minkowski me paraît fondamentalement différente de celle de Poincaré dans l'usage des représentations visuelles et dans l'idée même d'espace-temps. Il y a tout à fait autre chose qu'il essaye de construire, c'est réellement une géométrie de la vitesse, on pourrait dire, une géométrie, un espace cinématique et qui serait en même temps un espace de compossibilisation des perspectives spatio-temporelles. Alors que, évidemment, il n'en est pas question pour Poincaré, qui d'une certaine façon, se donne d'emblée une structure absolument unifiée, un espace quadridimensionnel dont la structure de groupe correspond aux transformations, au groupe de Lorentz, et il s'embarrasse assez peu, finalement, de cette question de projection spatio-temporelle, quoi. Pour lui, l'espace fonctionne d'emblée comme un espace. Il n'y a pas besoin d'essayer de jouer sur deux régimes d'intuition contradictoires, régime euclidien, régime non euclidien, pour essayer de faire passer quelque chose de la symétrie ou de espèce de réciprocité ou des effets de perspective qui ont lieu à chaque fois qu'on envisage un espace-temps du point de vue d'un autre, un système de référence du point de vue d'un autre. Alors en quoi ça se raccorde à la question de la convention ? Eh bien, je dirais que
inventer l'espace-temps? Est-ce qu'il en a posé les prémices? Est-ce qu'il en a posé les prémices sans en comprendre la signification physique, etc. Ces questions d'enseignement, pour en desserrer un peu l'étreinte, je pense qu'il est intéressant justement de réaborder la question de la convention en simplement se souvenant que si effectivement la notion de convention intervient, c'est jamais un espace-temps comme tel qui est qualifié de conventionnel. Si Poincaré revendique un usage conventionnel de la construction quadridimensionnelle, c'est jamais d'un espace-temps qu'il s'agit, pour son compte. Alors, il dit aussi que l'espace-temps des relativistes, et de Minkowski en particulier, est une convention. Mais pour lui-même, il n'en fait pas usage de cette convention-là. Donc c'est plus intéressant de s'intéresser à l'espace qu'il construit, plutôt que d'emblée de reporter cet espace sur un usage très général, des conventions en géométrie, etc. Parce que ça, je ne pense pas que ça explique grand-chose. Je veux dire que ce qui fait la différence entre Minkowski et Poincaré, c'est la stratégie constructive, et pas du tout le fait que l'un serait conventionnaliste et l'autre serait spontanément réaliste ou métaphysicien. Du reste, on voit bien que même l'espace-temps réel, l'espace-temps absolu de Minkowski peut après coup être qualifié de convention par Poincaré. De même qu'il a dit que l'éther peut être tenu pour une convention commode. C'est pas même la postulation d'un espace-temps absolu ou d'un système de référence privilégié immobile par rapport à l'éther peut être qualifié de convention. On peut toujours postuler par décret, par convention, que tel système de référence est immobile à l'éther, de même qu'on peut par convention adopter dans le formalisme de l'espace-temps. C'est pas parce qu'on est réaliste qu'on échappe à la récupération conventionnaliste des concepts. Donc cette notion de convention n'est, je crois, d'aucun profit si on l'utilise de façon aussi générale. Alors ce qui m'intéresse plus, c'est effectivement de revenir au fait que, en effet, Poincaré considère que son espace est un espace abstrait, que c'est d'abord un espace. Et ça signifie deux choses, je crois, sur lesquelles je terminerai, et je pense sur lesquelles je pense qu'il faut s'interroger un peu plus profondément. Si l'espace, si la convention de l'espace quadridimensionnel est une convention, est un espace conventionnel, en effet un espace, ça signifie d'abord qu'il est relatif, comme tout espace. Il y a une thèse forte dans, disons, la philosophie de la géométrie de Poincaré, qui est la relativité de l'espace. Toute géométrie, dans l'usage qu'on en fait, illustre le fait que l'espace en lui-même est relatif. Justement, à l'opposé de l'espace-temps absolu de Minkowski, qui lui se présente comme une structure absolue. Et quand on dit que l'espace est relatif, ça signifie en l'occurrence, puisque là on s'intéresse à un espace qui doit être appliqué ou qui doit avoir une portée, une fonction, remplir une fonction dans la théorie physique, qui dit espace relatif dit que cet espace peut s'accrocher n'importe où. Je veux dire n'importe où, évidemment, dans l'espace physique. Ça signifie inversement que l'espace physique, lui aussi, est relatif, puisqu'on peut y accrocher une structure d'espace n'importe où, je veux dire, dans n'importe quel système de référence. Évidemment, le groupe qui sert à identifier une géométrie particulière, il n'est pas localisé quelque part. Mais ce que je veux dire ici, quand je dis que l'espace peut s'accrocher n'importe où, c'est que on peut toujours, ça on le voit très clairement, c'est bien ce qu'on lui a reproché chez Poincaré, on peut toujours accrocher, disons, l'espace quadridimensionnel à un système de référence donné, par exemple le système de coordonnées qu'on attacherait par exemple à la Terre et aux étoiles fixes, de façon traditionnelle, et disons attacher donc l'espace à tel référentiel par convention et le décréter ou l'envisager comme s'il était immobile par rapport à un éther, c'est-à-dire comme si on pouvait y mesurer le temps vrai. Mais évidemment, on peut le faire partout. Donc on aurait l'idée d'une sorte de structure très générale d'espace, comme ça, qui pourrait se raccorder absolument partout, sur n'importe quel système de référence, et qui permettrait partout, universellement, disons, de faire la différence entre un temps vrai et un temps relatif. À l'opposé justement d'Einstein et Minkowski, qui eux se donnent une structure absolue, donc un espace-temps absolu, qui n'est pas raccordé à un système de référence plutôt qu'à un autre, puisqu'ils les totalisent tous, d'une certaine façon, mais qui, du même coup, abolirait toute différence entre temps vrai et temps relatif, puisque aussi bien chaque temps, les temps de chaque système de référence peut être considéré comme le temps, au même titre que tous les autres.
Il n'y a pas de différence résiduelle entre un temps vrai et un temps local apparent. La deuxième conséquence du fait que la convention d'espace quadridimensionnel est une convention d'espace, constituer un espace, c'est que si on prend au sérieux l'idée qu'il s'agit bien d'un espace, que l'espace à 4 dimensions est autre chose qu'un formalisme, mais bien un espace au sens fort, eh bien, il faut le traiter géométriquement et jusqu'au bout. Ce que d'une certaine façon Minkowski ne fait pas, puisque lui, il construit son espace-temps pour l'ajuster de façon très précise à une question physique qui est la transformation, disons le passage d'un référentiel à l'autre. Or, Poincaré, justement, et ça c'est un autre point que j'avais aperçu de façon diffuse, mais qui m'a été renvoyé en pleine figure par l'article de Bracco et Provost que je citais tout à l'heure, l'article sur le texte de 1906 de Poincaré. Les deux auteurs insistent sur le fait, mais maintenant ça me paraît tellement évident, mais sur le fait que Poincaré n'interprète jamais les transformations de Lorentz en termes de passage d'un système de référence à l'autre. Si j'ai pu le faire depuis le début, c'est par facilité, et c'est un peu par habitude. C'est-à-dire que quand on parle de la théorie de la relativité aujourd'hui, et quand on en parle même géométriquement, on dit toujours, une transformation de Lorentz, ça exprime le changement de perspective spatio-temporelle quand on passe d'un système de référence à un autre. Or, précisément, Poincaré raisonne toujours en termes d'un système de référence. Celui, précisément, il a accroché son espace abstrait, son espace quadridimensionnel. Par convention, il l'attache à un système de référence, et il déploie tous les effets relativistes à partir de cette perspective-là. Évidemment, il peut le faire partout. En ce sens, il est relativiste. Il peut le déplacer partout et l'accrocher où bon lui semble. Mais néanmoins, il l'accroche toujours quelque part. Et ça veut donc dire que quand il parle de transformation de Lorentz, c'est jamais pour c'est jamais pour exprimer un changement de référentiel ou un changement de système de coordonnées, parce qu'il y en a un qui se donne d'emblée. Mais c'est ce qu'on appelle des transformations actives, au sens géométrique, au sens où on envoie un ensemble de points de l'espace sur lui-même, ou simplement en termes physiques, au sens où on étudie le déplacement d'un système de points, un système physique, d'un point de l'espace, d'une région de l'espace à une autre. Et je pense que ça, c'est un aspect qu'il faut absolument pas perdre de vue. C'est évidemment ça aussi qui retient Poincaré de ressaisir sa construction quadridimensionnelle en termes d'espace-temps. Parce que l'espace-temps, ça n'a qu'une fonction finalement. C'est précisément de faire sentir d'un point de vue géométrique ce que signifie un changement de perspective spatio-temporelle, autrement dit, un changement de système de référence ou un changement de système de coordonnées. Si vous raisonnez pas comme ça, mais que vous raisonnez toujours en termes de transformation active, au sens où un groupe de transformation envoie un ensemble de points sur un autre, il y a des textes de Poincaré qui expliquent ça de façon très claire, eh bien, d'une certaine façon, il n'y a plus de perspective en ce sens-là. Il n'y a plus à se préoccuper, disons, de systèmes de coordonnées. Disons, s'il y a des changements de coordonnées, elles n'ont précisément aucune signification physique. En tout cas, c'est pas en tant qu'expression formelle d'un changement de système de référence qu'elles vont être intéressantes pour construire l'espace quadridimensionnel. Si je terminerai là-dessus, mais ça c'est purement, c'est un dessin qui est ni un diagramme, ni même un schéma comme on a l'habitude d'en dessiner justement les géomètres quand ils veulent schématiser comme ça une série d'opérations. C'est un schéma conceptuel, une sorte de diagramme philosophique. Je dirais que Poincaré, tel que je me représente son affaire, c'est-à-dire sa construction d'un espace quadridimensionnel utilisé comme une convention, Poincaré, effectivement, s'intéresse à des systèmes physiques que géométriquement on peut ressaisir comme des systèmes de points, enfin comme des configurations spatiales, là aussi par convention, parce qu'un système physique n'est jamais qu'une approximation d'une configuration géométrique, mais enfin, il les ressaisit, et ça c'est la grande originalité quand même, c'est qu'il les ressaisit quadridimensionnellement, donc dans la révolution. Alors pour schématiser l'évolution, je fais simplement des petits tirets avec des flèches, c'est-à-dire que tout ça endure dans le temps. Ouais. Disons qu'en réalité, voilà, ça ce serait le niveau physique, ça c'est le niveau géométrique. La géométrie ressaisit des configurations spatiales dans son ordre, en termes de configuration spatiale. Elle peut les ressaisir temporellement dans la révolution, mais ce qui compte évidemment, chez lui, ce que j'expliquais à l'instant, c'est qu'il va toujours envisager
des transformations actives, c'est-à-dire qu'on envoie, qui correspondent donc à des déplacements physiques, on envoie un système de points d'une région de l'espace à une autre. On continue à envisager les choses temporellement. Hein. Et que donc c'est ce système de transformation active qui capture comme ça, dans ce que je symbolise ici, capture dans une géométrie quadridimensionnelle. Et que cette géométrie, ça c'est le point que sur lequel j'insistais tout à l'heure, il me faudrait une autre couleur, mais disons, il l'accroche toujours quelque part. Mais il pourrait l'accrocher ailleurs, aussi bien. Et donc, pour simplement marquer la différence avec Minkowski, une différence purement conceptuelle et tellement générale que je me demande au fond si elle est claire quoi que ce soit. Et enfin, si je voulais marquer la différence, je dirais que Minkowski, lui, procède à une manœuvre un peu différente, qui consiste effectivement à envisager, bon là encore, il y a quand même toujours ce geste qui consiste à ressaisir géométriquement un système physique dans son évolution, bon évidemment, mais à l'envisager dans un premier temps dans un système de coordonnées, lui-même attaché à un système de référentiel de données, et à essayer d'exprimer de façon générale le passage d'un système de référentiel à un autre, et donc exprimer l'image de ce système physique ou de cette configuration géométrique dans un autre système de référence, et son espace-temps, il se situerait à un second niveau, c'est ça que j'appelle le méta-espace, qui consisterait en fait à produire une géométrie d'allure un peu particulière, une géométrie dotée d'une métrique pseudo-euclidienne, qui trouve des équivalents quasi-euclidiens dans les diagrammes, qui sont eux aussi des constructions étonnantes, mais bon, en tout cas un espace qui aurait vocation à totaliser les changements de perspective de cet ordre, quoi. Donc des transformations passives en réalité, au sens qu'on donne à ce terme en géométrie. Voilà comment je schématiserais, disons, la différence. Voilà ce qui fait de l'espace-temps de Minkowski à la vérité un espace d'une certaine façon beaucoup plus relatif que celui de Poincaré, dans la mesure où il n'est jamais qu'un espace de représentation permettant d'exprimer la relativité ou la réciprocité des perspectives spatio-temporelles. Là où Poincaré envisage d'emblée un espace qui, bien que pouvant être accroché où on veut, donc fidèle en ce sens à ce principe de relativité de l'espace, se donne comme un espace 1, d'emblée unifié, et d'emblée utilisé, et c'est ça l'usage de la convention. J'ai écrit un texte sur l'usage des conventions chez Poincaré où j'essaye d'analyser ce fonctionnement. Je crois qu'il utilise les conventions vraiment d'une manière un peu paradoxale, c'est qu'il se donne l'objet le plus abstrait possible, et c'est cette abstraction même, je veux dire, à la différence, par exemple, de Helmholtz ou de Einstein, qui se donne une géométrie pratique, une géométrie des corps solides. Lui, il se donne une géométrie abstraite. C'est une structure de transformation abstraite, quoi, d'opération abstraite. Mais c'est cette abstraction même qui est la condition d'un usage de premier degré. C'est-à-dire un usage qui retranscrit les transformations physiques, pour le coup, au niveau même, sur le terrain même où elles se jouent, quoi. Donc, sans avoir à se donner ce mouvement de recul qui totaliserait les perspectives. Voilà, à peu près ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup pour cet exposé. Donc, je pense à une thèse épistémologique forte. Je ne sais pas si elle est vraie. On va la discuter. On est un peu en retard, mais je pense qu'il faut prendre le temps de la discussion. Qui est-ce qui souhaiterait intervenir? Un détail pratique. J'ai imprimé des programmes pour les semaines qui viennent, et vous pouvez les prendre à la sortie. Et si vous voulez les diffuser aux diverses institutions, vous êtes les bienvenus. C'est bon. Bon. En tout cas, c'est celui que j'ai pris. Il y a Michou, peut-être qu'il est déjà vicié. Non, très bien. Il n'y a pas. Berthoz ne sait pas. Non, je l'ai enlevé. J'ai essayé d'imprimer. Bon, enfin, si vous voulez vous servir, prenez ça à la sortie. Bon. Alors, moi, je voulais faire un certain nombre de remarques. D'abord, ce que vous avez dit sur l'espace, au fond, je reviendrai sur la distinction, l'homogénéité de l'espace, je dirais que c'est plutôt la distinction entre homogénéité et isotropie. C'est plutôt ça, je veux dire. Quand vous décrivez que les coordonnées sont équivalentes entre elles, c'est plutôt l'isotropie qui est en jeu. Oui. C'est-à-dire, non seulement on peut se transporter d'un point de l'espace à un autre, mais quand on est à un point donné, toutes les directions sont équivalentes.
c'est traditionnellement, dans les discussions géométriques, c'est la distinction entre espace homogène et espace isotrope. Bon, c'est juste un petit détail. Alors, deuxièmement, sur les... il y a beaucoup de remarques. Oui, alors bon, ce que disait Joël Lacan tout à l'heure, c'est sur le rôle du ICT. Bon, il y a eu tout au long du XIXe siècle, dans l'histoire de la géométrie, il y a eu une appropriation progressive du domaine complexe. C'est essentiellement Poncelet qui l'a fait le premier, bon, sous le nom de principe de continuité ou des choses comme ça. Mais le prix à payer, c'est que on a étendu la géométrie de manière à avoir des situations complexes et avec une possibilité d'unification très forte, parce qu'effectivement, un cercle devient une hyperbole dans une autre perspective, je veux dire dans un autre système de coordonnées, ou si on permet des coordonnées imaginaires. Le prix à payer, alors ça c'est certainement un grand sujet, mais si on examine l'histoire de la géométrie à la fin du 19e siècle, on s'aperçoit qu'il y avait beaucoup de confusion sur ce point, à savoir que les raisonnements, quand on faisait un raisonnement géométrique, et l'algèbre y poussait, parce que quand j'écris x carré, bon, x carré, je me demande pas si x est réel ou imaginaire. Et là, on sait qu'on peut manipuler des nombres complexes, on sait que la plupart des calculs se font aussi avec des nombres complexes, et on sait, bon, la géométrie complexe, aujourd'hui la géométrie projective complexe, c'est un énorme apport. Mais ça s'est payé à la fin du 19e siècle, dans la troisième tiers du 19e siècle, par une confusion permanente chez beaucoup d'auteurs entre ce qui est valable dans le réel et ce qui est valable dans le complexe. Et à tel point, le complexe avait tellement dominé tout qu'il a fallu peut-être attendre Thom dans les années 50 pour dire la géométrie algébrique complexe, elle existe, mais il y a aussi la géométrie algébrique réelle. Et la géométrie algébrique réelle perçue pour son compte à elle-même, ça a mis du temps. Et je veux dire que quand Poincaré ne fait pas, bon, on n'est pas tellement choqué de mettre ICT, je pense que c'est dans cet esprit-là. Et on était tellement habitué, je veux dire, on était habitué à avoir la somme des carrés, bien sûr. La somme des carrés. Donc, les formules correspondant à la somme des carrés, on y était habitué. Donc, il y a la tentation de se placer d'emblée dans ce cadre-là, au prix d'un artifice assez méchant, d'employer une quatrième coordonnée, et qui viole justement, qui est délicat, parce que si vous voulez dire comment vous allez exprimer les conditions de réalité, quand vous faites votre rotation, à quelles conditions le fait que la quatrième coordonnée est imaginaire va-t-il être respecté? Alors ça a des descendances assez étonnantes. Je lisais ces derniers jours le livre de Weltmann sur la théorie quantique des champs, qui est un ouvrage extrêmement inspiré et donc extrêmement difficile à lire. Bon. C'est un ouvrage extrêmement inspiré. Or, il y a quelques idiosyncrasies de M. Weltmann, et il y en a une en particulier. Alors à la fin, il y a toute une discussion dans un appendice sur cette question de l'espace de Minkowski. Et lui, il dit, c'est très extrêmement important, intéressant cette discussion. On me pose la question, quelle est ma forme quadratique? Il dit, je n'en ai pas. Et je fais comme Poincaré, et je fais comme Einstein lui-même, et il cite le texte. Bon, il ne donnait pas référence, mais c'est le texte que vous avez cité. Il dit, il y a X, Y, Z et ICT, qu'on me tue égal à 1, ou chose, c'est un détail, et d'ailleurs dans son livre il change de point de vue, Z, ICT, et il y a les rotations de l'espace à 4 dimensions. Et il n'y a pas de métrique. C'est-à-dire qu'il conçoit la géométrie à 4 dimensions, y compris avec ses rotations, non pas comme la donnée de la métrique, comme nous le voyons, mais comme une géométrie qui, parmi les divers invariants qu'elle possède, a la métrique de Pythagore, somme des carrés. Mais ça n'est pas le fondement. Donc, c'est extrêmement intéressant, ça, de voir ça. Et ça va tout à fait dans la ligne de ce que vous dites. Alors, du coup, on ne se pose pas vraiment... Alors, il dit lui-même, il n'y a pas de forme quadratique. Alors après, il se lance dans des conditions, savoir, il dit, après tout, il y a bien sûr dans un certain nombre de formules, il y a un signe moins. Mais si je choisis de mettre ce signe moins en disant qu'il y a un facteur i qui se multiplie par i, ça fait moins 1, bon, de toute façon, il faut les mettre sous le tapis, les signes moins. Alors bon, une manière ou une autre, c'est pas grave. Et alors, ce qu'il dit aussi, c'est que donc, pour toute cette... Oui, il dit aussi, alors bon, il y a la dispute courante chez les physiciens, est-ce qu'il faut mettre plus, moins, ou moins, plus, moins, plus? Bon, ça c'est un détail. C'est un détail, et bon, il y a des avantages, puisqu'on parle de convention, c'est vrai que suivant les problèmes qu'on examine en physique, il y a une convention qui est meilleure que l'autre. Si on veut faire de la géométrie, c'est-à-dire si on veut voir des trajectoires, si on veut voir des rayons lumineux, etc., la convention plus, moins, est la meilleure.
plus moins moins la meilleure, parce qu'elle donne, en fait, ça veut dire que ce qui est la variante fondamentale, c'est le temps propre le long d'une trajectoire. Vous avez expliqué, donc le temps qui serait, c'est le temps qu'on mesure si le système qu'on observe, on le place provisoirement au repos. Bon. Et si on met ça, c'est plus, moins. Bon. Mais il y a d'autres problèmes physiques, je vais pas entrer dans le détail, où c'est la convention opposée. Bon, simplement, comme toutes ces conventions, il faut savoir laquelle on prend, et bien traduire et donner les principes de traduction d'une convention à une autre. Donc, on revient au point de vue de la convention. Mais pour Veltman, il n'y a pas de forme quadratique. Il dit, je n'ai pas de forme quadratique. Et apparemment, ce qui m'étonne, il ne donnait pas la référence à Einstein. Ce qui m'étonne, c'est que si c'est dans le texte de 1915, enfin, je relis ce texte, c'est juste après la relativité générale. Or, si on lit ce qu'Einstein dit lui-même, l'apport de Minkowski, l'apport avec vraiment le dx2 plus dy2 plus z2 moins c2 dt2 et pas le ict, ça a été crucial pour passer à la gravitation, où la métrique, loin d'être un petit artifice qu'on plaque sur une géométrie parce que bon, on va avoir le groupe des rotations, donc le théorème de Pythagore, donc on l'appelle. Non, c'est que dans la relativité générale, c'est la métrique qui est l'objet physique fondamental. Le champ de gravitation est exprimé par ça. Donc, du point de vue statique, épistémologique, ontologique, ça change complètement. Ce qui n'est qu'un artifice rajouté ou un... Bon, alors, je suis tout à fait d'accord avec votre double interprétation. Minkowski, Poincaré, elle me satisfait bien. Mais je veux dire, dans les deux cas, je veux dire, c'est quand même un objet relativement auxiliaire. Tandis qu'Einstein dit bien qu'à partir de 1908, quand il a commencé à réfléchir à la gravitation, c'est ça qui l'a débloqué. C'est ça qui lui a permis de considérer que c'était cette métrique, du coup, qui s'appelle G mu nu à ce moment-là, qui devient l'objet physique. Ce qui est absolument extraordinaire. Parce que ça veut dire que la géométrie n'est pas, alors du point de vue épistémologique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la géométrie non seulement n'est plus absolue, mais que l'objet même, le cœur de la géométrie, la donnée de la métrique, est susceptible de varier, et donc susceptible d'évoluer, et donc il peut y avoir coexistence de modèles différents. C'est un retour, on dira sur le plan mathématique, c'est un retour à Riemann. D'accord, mais c'est pas comme ça qu'Einstein l'a découvert, puisque historiquement on sait bien qu'Einstein a pris un point de vue épistémologique, et ensuite, quand il a voulu traduire mathématiquement, il a eu la collaboration de Grossman, il a eu la collaboration de Grossman, qui lui était un spécialiste de la géométrie riemannienne et de ce genre de géométrie, et qui lui a dit, mais au fond, c'est déjà là, l'outil est là. Donc, mais Einstein n'est pas arrivé, contrairement à ce qu'on pourrait croire, Einstein est arrivé à cette conclusion que justement, que l'outil géométrique existait déjà chez Riemann, qu'après sa réflexion épistémologique et physique. Donc, vous voyez que bon, alors ce que je voulais ajouter aussi, ça c'est moins important. Ça me fait penser, enfin juste cette citation de Veltman, là, je n'ai pas de forme, je me donne pas de forme quadratique, c'est en écho, c'est intéressant, c'est en écho presque à la formule, la réponse au congrès de Solvay de Poincaré, d'Einstein à Poincaré, qui lui demande quelle est votre mécanique là, quand vous me parlez de quoi, il dit pas de mécanique. Poincaré ? Non, Einstein. Donc là, Poincaré pourrait répondre à son tour, pas de forme quadratique. Mais... Oui. Bon, je crois que j'ai dit l'essentiel, mais je veux dire, voilà, mais c'est, bon, je crois que la discussion, on ne peut pas, non, je veux dire qu'il faut quand même, la relativité générale, ça n'était qu'une étape, et la relativité restreinte, c'était qu'une étape, et la relativité générale. Alors, tout un dernier commentaire sur la pratique des manuels de physique. Alors, j'en ai lu beaucoup, parce qu'un de mes collègues de Polytechnique qui a écrit énormément de manuels qui a fait beaucoup de cours de physique à Polytechnique, pas devant, et qui les a rédigés, et qui sait écrire des manuels, m'en a envoyé un paquet, je les ai regardés. Alors, ce qui me frappe, j'ai regardé un certain nombre de manuels de physique contemporains, et soit à un niveau élémentaire, soit à un niveau plus avancé. Or, ce qui est frappant, c'est qu'en fait, la géométrie de l'espace de Minkowski, ou quelle que soit la forme la présente, elle est relativement absente. Et même, par exemple, dans un autre ouvrage qui n'est pas Veltman, il y avait, bon, le diagramme que vous avez fait là, le paradoxe, je disais, le paradoxe, c'est que vous avez, bon, vous partez des deux axes. Vous faites une route, bon, alors il y a les, c'est dommage qu'on n'ait pas de couleur. Bon, je vais le mettre comme ça. Le rayon lumineux, c'est ça. Et alors, quand vous frottez, pour la lumière. Quand vous faites la rotation de Minkowski, les deux axes, bon, Ori s'écrase. Oui. Ce qui veut dire que, par exemple, si vous êtes parti de deux points ici, qui sont bien séparés,
qui veut dire deux points qui sont bien séparés, là et là, par exemple, bien séparés. Quand vous les suivez sur l'hyperbole que vous avez tracée, à un moment donné, ils se rapprochent et on n'arrive plus. Bien que leur distance, l'invariance géométrique absolue au sens de Minkowski ne change pas, qu'il est toujours de taille appréciable, il n'est pas infiniment petit, les points deviennent indiscernables. Bon, alors c'est vrai que quand on regarde par exemple les ouvrages sur la physique des particules, ce qu'on aperçoit, c'est que pour le physicien, son appareil, il est dans un repère. Je veux dire, il a sa boîte, il a ses faisceaux qui arrivent là, et il ne change pas. Bon, il a ses faisceaux qui arrivent là, il cogne là, il y a des angles, etc. Donc, lui, il se place dans une géométrie où la rupture entre l'espace et le temps a été faite. Et bon, il y a deux... Bon, je passe sur les petits détails. C'est ce qu'ils appellent le système du laboratoire. Et alors après, ce qu'il y a, c'est qu'on fait tous les calculs. Bon, alors, c'était extraordinaire. On fait les calculs avec un formalisme qui est quadridimensionnel et qui a l'avantage de respecter toutes les symétries, et c'est extrêmement important de respecter toutes les symétries de Lorentz, mais en fait, on ne pense pas à la géométrie correspondante. Sauf dans des situations un peu limites où des particules ultra-relativistes, c'est-à-dire à vitesse très proche de celle de la lumière. Donc, c'est étonnant que dans la pratique, si je regarde je regardais un certain nombre de manuels de physique des particules. Or, il y a, je veux dire, il y a ce détecteur, il est dans cette pièce, il est ici, il est là, il a telle forme, il a telle dimension. C'est de la pure géométrie euclidienne. Le temps intervient un peu parce que, en fait, ces particules élémentaires se déplacent à une telle vitesse, pratiquement voisine de la lumière, elles s'évanouissent, elles ont un temps de vie extrêmement bref, donc on ne peut pas dire que le temps joue. Bon, on voit des points successifs d'une trajectoire, mais c'est pas vraiment un temps. Or, cette géométrie, je veux dire, tous ces aspects géométriques sont complètement évacués. C'est assez extraordinaire, je veux dire. Ça explique peut-être aussi pour ça la relative indifférence de Veltman à ces situations-là. Et en plus, alors d'un point de vue plus technique, les gens qui font de la théorie quantique des champs, ils ont toujours la version euclidienne et la version Minkowski qu'ils manipulent simultanément. Ils les traitent simultanément. Et parfois, il y a des ambiguïtés. Parfois, il y a des petits pièges mathématiques dont il faut être conscient. Donc, je veux dire, mais tout ça pour dire que c'est pas, épistémologiquement, les choses sont pas si claires que ça. Donc, vous avez bien clarifié un certain nombre de points, mais je veux dire, il ne faut pas, même dans ce qui est la praxis aujourd'hui du physicien, c'est loin d'être évident. Loin d'être évident. Alors, je ne parle pas de personne. Justement, j'ai à moi vous dire une autre affaire. Il y a une autre bizarrerie, tant qu'on y est, c'est que si les deux axes se rabattent, comme ça, et à la limite s'identifient sur l'axe de la lumière, il y a plus, ils se confondent, et ça veut dire donc à contrario que cette trajectoire qui a l'air d'être une trajectoire et qui potentiellement pourrait constituer un axe, en fait, on peut y installer aucun système de référence. Et donc c'est très difficile de donner un statut physique à la ligne de lumière dans ce genre de diagramme, parce qu'à la lettre, ça fonctionne comme un horizon beaucoup plus que comme une trajectoire. Donc, Einstein disait, je ne peux pas rattraper, je ne peux pas me tenir derrière la lumière. Alors bon, en plus, là, si on veut, pour les paradoxes de la géométrie, pour les paradoxes de la géométrie, alors ne passons pas des trous noirs et tout ça. Oui. Jung, dans l'éthique psychologique, a distingué les types extravertis et introvertis. Le type introverti se base sur sa conviction intérieure et son espace intérieur, et la réalité extérieure est secondaire, alors que le type extraverti essaye de s'adapter d'abord à la réalité extérieure et ensuite de s'en faire une image. Donc il me semble que dans le dialogue Poincaré-Minkowski, on a fortement l'aspect ICT, le temps imaginaire. Poincaré, j'allais dire, baigne avec, mais ne cherche pas ou fait un tel effort pour l'exprimer qu'il en arrête à une abstraction, alors que du point de vue de Minkowski, il s'agit de décrire une substance existante qu'il suppose physique, et à partir de là, il fait des calculs. Donc il me semble que là, il y a un éclairage assez intéressant, pertinent. Mais en l'occurrence, l'abstraction est parfaitement opérante chez Poincaré. Il construit ce niveau-là pour ensuite capturer directement des invariances dans les phénomènes électromagnétiques. C'est quand même, il fait de la physique. Hein. C'est pas un article de mathématiques. La dynamique de l'électron, c'est vraiment, il se donne cette plateforme, si on peut dire, conventionnelle, cette construction-là, qui est abstraite en effet. Mais c'est pour mieux ressaisir et de façon encore plus claire et directe des objets physiques.
Justement, le livre de Jung montre que les mêmes questions, et il commence par des questions théologiques dans la haute antiquité, peuvent être vues par les deux types, et en fait, les deux se complètent, mais en fait parlent des mêmes choses, mais chacun tous un en privilégiant son point de vue par rapport à l'autre. Donc je pense que si vous écrivez une thèse, là, il y a un regard qui peut être intéressant. C'est effectivement une référence que je n'avais pas envisagée. Ouais, ce que je voulais dire dans cette affaire, ce qui est curieux, c'est qu'en fait, Minkowski a été un des professeurs de mathématiques d'Einstein, en fait. Et que Einstein, je crois, n'avait pas suivi ses cours, en fait. Ouais. Et que Minkowski avait dit que, en ce qui concerne l'individu Einstein, bon, il donnait pas cher de sa peau, disons, dans le cadre de la recherche physique, en fait. Ouais. Donc c'est vrai qu'il a été surpris après de la sortie, effectivement, de la relativité par Einstein, en fait. C'est vraiment surprenant, en fait. Oui, c'est vrai. Mais après avoir été déçu par son élève, c'est l'élève qui a été déçu par le maître, parce que ça l'a pas beaucoup intéressé. Dans un premier temps, Einstein, il a compris assez tard que le profit qu'il pouvait en tirer pour élaborer la relativité générale de l'espace-temps. Et sa première réaction, c'est de dire que c'est vraiment un jeu formel, que c'est un truc de mathématicien. Mais c'est vrai que Minkowski était l'élève d'Hilbert. Mais je crois qu'il me semble que c'est Hilbert qui avait donné comme travail à Minkowski de s'intéresser à la relativité, en fait. Il faisait partie du même séminaire je à crois, Göttingen. En fait. Il y avait un certain nombre, effectivement, de grands mathématiciens allemands, en fait, qui s'intéressaient, en fait, à tous les postulats de la relativité, en fait. Y compris Mineuter, je crois, en fait. Voilà. L'école allemande était très intéressée. Ouais, Non, je disais que les paradoxes géométriques, quand on aborde alors la relativité générale et les singularités et les trous noirs, alors là, l'intuition est encore plus en panne. C'est simplement ce que je voulais dire. Donc, mais non, je crois. Je voudrais peut-être juste ajouter quelque chose concernant la complexification de la métrique. Je travaille actuellement sur le problème de Riemann-Helmholtz, traité par Sophus Lie, et on voit donc dans les premiers mémoires qui ont été traduits par Robert Herrmann et Ackermann, les mémoires de 1875 à 1880, effectivement, comme l'a dit Pierre Cartier, on voit une espèce de confusion entre le réel complexe, ou du moins les hypothèses ne sont pas précisées. Mais dans le tome 3, la théorie des groupes de transformation, qui est paru en 1892, là on voit une très grande rigueur dans la distinction des cas entre le réel et le complexe, et ce que cherche à faire Lie dans ce mémoire, c'est donner une solution rigoureuse d'un problème que Helmholtz n'a pas résolu de manière définitive, qui est en fait de trouver la métrique à partir d'axiomes divers et possibles, qui soient des métriques euclidiennes ou non euclidiennes et des mouvements dans les espaces à courbure constante. Donc je pense que là, c'est un travail qui est essentiellement méconnu. Bon, je ne peux pas m'exprimer plus en détail aujourd'hui, mais je tiens à signaler que justement les groupes O de PQ et leur complexification, qui sont les groupes O de NC, sont absolument clairement expliqués par Lie une vingtaine d'années auparavant. Et je me pose la question, puisque j'ai entendu un certain nombre d'exposés depuis que je suis à Paris, depuis cette année, sur Poincaré, sur sa contribution à la relativité restreinte, et sur Minkowski. Je me pose vraiment une question fondamentale, c'est dans quelle mesure ces personnes-là n'ont pas été directement inspirées par les travaux de Sophus Lie, et notamment, je sais, puisque je suis un spécialiste d'analyse complexe, et notamment de géométrie CR, qu'un article en 1907, c'est-à-dire exactement un an auparavant, après l'article de 1906, est paru dans les comptes rendus de Palerme, et on voit Poincaré démontrer que la boule et le bidisque ne sont pas biélomorphes parce qu'ils ont un groupe qui n'est pas équivalent, enfin qui n'est pas isomorphe, et en fait c'est un calcul. Quand on regarde les travaux de Lie, c'est un exercice essentiellement. Il s'agit de faire un exercice. Donc je ne sais pas dans quelle mesure il y a une influence directe ou indirecte des travaux de Lie sur Poincaré. En l'occurrence, pour la relativité générale, ça me semble être un point qu'il faut éclaircir sur le plan historique. Oui, Poincaré écrit un article, je crois, en 1885 ou 86, sur les hypothèses fondamentales de la géométrie. 87, sur les hypothèses fondamentales de la géométrie, dans lequel il reprend les travaux de Cayley et de Klein, et il déduit les métriques euclidiennes et non euclidiennes à partir des formes fondamentales de l'espace projectif. Et
là-bas, à un certain point, il dit qu'il y a un type de métrique dans lequel on peut avoir 2 points non confondus, entre lesquels il y a une distance nulle. Alors, j'ai toujours pensé que c'était la même chose que la métrique de Minkowski. Donc, je me demande s'il connaissait ces travaux de Poincaré et s'il connaissait les travaux de Klein. Bah, il connaissait très bien les travaux de Klein, mais... Vous connaissez les travaux de Klein? Ah, Minkowski. Non, c'est intéressant. Enfin, ça, c'est un autre champ de recherche. C'est qu'ils font le rapport entre les géométries non euclidiennes et cette affaire-là, c'est la construction de l'espace-temps qui est pas non euclidien, qui a une métrique pseudo-euclidienne, ce qui est à la fois, c'est-à-dire c'est plat, c'est un espace-temps, espace à 4 dimensions plat, il n'y a pas de courbure. Et en même temps, il a une métrique avec cette signature bizarre. Mais ce qui n'empêche pas, dans le diagramme, d'avoir des modèles euclidiens de géométrie courbe, et notamment hyperbolique. Enfin, l'hyperbole, où quand on le fait en 3 dimensions, l'espèce de nappe, là, qui a une sorte d'hyperbole, comme ça, en 3 dimensions, c'est un modèle euclidien, en fait, un des modèles euclidiens de la géométrie hyperbolique. Et ça ajoute une torsion supplémentaire. Quand on essaie de voir quelque chose dans les diagrammes, on peut aussi voir on peut aussi avoir des intuitions vraiment non euclidiennes. Si on fait ce travail d'imagination. Mais bon. En fait, ce qui est un peu bizarre est que Poincaré dit en discutant ces types de métriques qui, je crois, on ne peut pas donner aucune interprétation physique. Il le remarque dans son article, dans cette métrique dans laquelle, par 2 points non confondus, on peut avoir... Oui. Ah oui, bah c'est intéressant. Comme héritage, je propose peut-être qu'on... Bon, là, pour ce que disait Joël Merker, la réalité, en fait, il y a un personnage qui fait le pont entre tout ça, c'est Élie Cartan. En fait, non, mais je veux dire que Élie Cartan... Oui, non, ce que je veux dire, c'est que ce que je veux dire, c'est que si on prend la tradition des travaux de Lie que vous citez, elle a transité par Élie Cartan pour ressusciter dans les années 20 en France. Mais je pense qu'il est fort possible qu'elle n'ait pas été suivie en France. Je sais que Lie cite à plusieurs endroits Poincaré et qu'il n'est pas très content que Poincaré soit venu faire des courses dans ses travaux. En gros, je viens de voir ça la semaine dernière sur un problème qui concerne ce qu'on appelle les webs, les tissus. Oui. Ils sont entrés en compétition parce qu'il y a un premier mémoire de Lie dans les années 1880, je crois, qui donne des critères pour que ces webs soient algébrisables, qu'ils soient algébriques dans un bon système de coordonnées. Et Poincaré est revenu avec les ateliers des fonctions abéliennes, et ensuite, lui, se plaint du fait que Poincaré n'a pas compris toute sa stratégie. C'est le mémoire de Poincaré que vient de citer ce CRIPA, mais qu'un sous-produit minuscule du problème de Von-Malemos qui a donné Lie. C'est le cas de la dimension 2 qui est beaucoup plus simple que la dimension 3. Bien, merci à tous les intervenants. Merci. Donc merci à Élie.